Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence en ligne organisée par l'IGPDE, Institut de formation continue du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Elle est organisée en partenariat avec la Fabrique d'innovation pour les transitions du secrétariat général des ministères écologie, énergie, territoire et mer. Et c'est donc la première conférence en ligne de 2024 autour du thème et du format l'économie et le changement climatique. On va parler de l'assurance au défi des risques climatiques. Nathalie Croiset, je suis ravie d'être avec vous donc durant 2 heures. Je vais présenter dans un instant les 3 intervenants qui sont sur ce plateau avec moi. Peut-être rappeler un peu le contexte. On le sait bien, hein, dans un monde en proie à des changements climatiques rapides et souvent dévastateurs, les catastrophes naturelles sont devenues une réalité omniprésente. Des événements spectaculaires, inondations, incendies, élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière aussi, j'allais dire, on pourrait l'énumérer pendant un petit moment. Et face à cette réalité, les systèmes d'assurance qui sont traditionnellement conçus pour atténuer les risques financiers associés aux événements imprévus sont confrontés à des défis sans précédent. Et dans certains pays, d'ailleurs, les modèles d'assurance privée prédominent et les soutiens publics sont limités, ce qui peut rendre, on va dire, la tâche un peu plus difficile. Alors, on va parler spécifiquement aussi de ce qui se passe en France, mais on pourra évidemment aborder l'international. Je vais y revenir plus en détail sur la France, parce que justement, et c'est tout à fait dans l'actualité, cette conférence en ligne s'appuie sur un rapport qui avait été remis le 22 décembre dernier et présenté au ministre Christophe Béchu et Bruno Le Maire en tout début de mois, là, le 2 avril. Et nous sommes ravis d'accueillir un membre de cette mission, Thierry Langreney. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association environnementale Atelier du Futur. Vous avez, on va dire, on peut le dire, 40 ans d'expérience dans l'assurance. Quelques mots complémentaires pour vous présenter. Oui, le climat, c'est ma nouvelle passion, après l'assurance, effectivement. Et les deux se marient assez bien, puisque, comme vous l'avez dit, le climat met les modèles d'assurance au défi de l'adaptation. Et donc les Ateliers du Futur sont une ONG qui a vocation à inciter les entreprises à faire sans cesse plus et plus vite pour le climat à travers des trajectoires de décarbonation ambitieuses. Et c'est une ONG basée en France, mais qui rayonne à l'international, à la fois vis-à-vis de l'Europe et des Nations Unies, à l'occasion des COP notamment. Alors, vous allez évidemment tout à l'heure et dans la troisième partie, on va dire, de cette conférence en ligne, nous en dire plus sur ce rapport qui, évidemment, propose des préconisations et qui va permettre aussi de voir comment on peut réagir, on va dire, à ces défis des risques climatiques. Nos autres invités aussi ont été auditionnés, ou leur structure, dans ce cadre-là. Donc, évidemment, vous avez suivi de près ce rapport. Thierry Coignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des réassurances et fonds publics de la Caisse centrale de réassurance. Quelques mots complémentaires pour vous présenter ? Alors, donc je ne suis pas comme Thierry Langreney, je n'ai pas 40 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance, même si on a un prénom en commun qui laisse supposer qu'on a un âge assez proche. Auparavant, j'ai eu une expérience dans le domaine du traitement des images, puisque j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans ce domaine, notamment 10 ans au sein du ministère de la Défense. J'ai rejoint le domaine de l'assurance il y a à peu près 20 ans maintenant. Et j'ai travaillé... Ça fait une belle expérience aussi quand même, voilà. Si c'est pas 40. Et donc j'ai travaillé dans un premier temps pour le groupe AXA dans le domaine de la réassurance et j'ai rejoint CCR en 2012. Voilà, donc vous avez aussi ce regard, on va dire, assureur et réassureur que vous pouvez apporter aussi sur cette conférence en ligne. Et puis ravi aussi d'accueillir Jérémy Lauerstum, bonjour, qui est adjoint au chef du bureau des marchés et produits d'assurance au sein de la DG Trésor. Vous voulez quelques compléments pour vous présenter? Je ne pense pas que vous ayez 40 ans d'expérience. Non, peut-être même pas 40 ans tout court. Alors. mais quand même quelques années à la Direction générale du Trésor sur le suivi des politiques publiques et effectivement à la sous-direction des assurances. On suit notamment tous les aspects visant à encadrer globalement le système assurantiel au sens large. Et sur mes fonctions spécifiques, sur les assurances qui ont trait au climat, que ce soit sur leur volet agricole ou sur leur volet indemnisation des biens. Et donc effectivement, notamment le co-commanditaire avec le ministère de la Transition écologique du rapport qui a été confié notamment à M. Langreney.
Alors, l'IGPDE aurait été ravi évidemment d'accueillir aussi quelqu'un du monde de l'assurance pour parler de ce sujet-là. François Garot, donc président de la commission développement durable chez France Assureurs, a été sollicité. Malheureusement, il ne peut pas être présent ce matin. Il s'en excuse, mais évidemment, on va développer aussi ce sujet autour des assureurs à travers vous trois qui avez aussi, on va dire, des liens et en tout cas qui suivaient ça de près depuis un certain temps. Je parlais de la France. On va évidemment développer dans un instant avec quelques chiffres aussi. Il faut le dire que 2/3 de la population vit dans des zones exposées aux inondations et aux mouvements de terrain. Donc il y a une vraie vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Une récente enquête qui a été menée notamment par l'IFOP pour Alliance France révèle une préoccupation croissante parmi les Français quant aux risques climatiques. 80% des personnes interrogées expriment leur inquiétude à ce sujet, mais seulement un quart finalement se sont renseignés sur le niveau d'exposition de leur logement à ces risques-là. Donc on voit bien toujours la difficulté. Une récente publication aussi de l'Université des Nations Unies d'octobre dernier met en lumière la notion alarmante des points de bascule des risques. 6 points de bascule identifiés. Alors là, je parle évidemment globalement dans le monde. L'accélération des extinctions, l'épuisement des eaux souterraines, la fonte des glaciers, l'augmentation des débris spatiaux, une chaleur insoutenable et un avenir non assurable. Donc voilà, le terme d'avenir non assurable a été mis en avant dans cette publication de l'Université des Nations Unies. C'est pour ça qu'on va d'abord, dans cette conférence en ligne, dresser un constat, voir où est-ce qu'on en est en la matière et en matière d'assurance et de réassurance, et puis voir à travers votre rapport aussi comment on peut faire pour avancer sur le sujet et ne pas le rendre ce monde et cet avenir non assurable aussi. Vous tous qui nous suivez, évidemment, vous pouvez trouver le rapport en ligne sur le site de l'IGPDE. Certains de nos intervenants aussi vont s'appuyer sur des visuels, alors qui ne sont pas diffusés maintenant en temps réel, que vous allez retrouver dans le replay, mais vous pouvez le suivre et trouver ces documents aussi en ligne sur le site de l'IGPDE, donc n'hésitez pas. Puis j'ai une tablette devant moi dont vous pouvez aussi poser vos questions en ligne. N'hésitez pas à le faire au fil, on va dire, des échanges, parce que ça peut venir aussi assez spontanément. On gardera un temps à la fin si d'autres questions arrivent, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir échanger. Alors commençons par cet état des lieux. Comme je disais, avant de mieux comprendre les propositions du rapport, il est important de rappeler les enjeux, même si j'ai déjà donné quelques chiffres. Je me tourne vers Thierry Coignac pour planter, j'allais dire, le décor et nous dire ce qu'il en est en la matière, alors particulièrement en France, comme je le soulignais. D'accord. Donc, avant de planter le décor et donner quelques chiffres sur la sinistralité naturelle en France, notamment, je vais d'abord présenter CCR, puisque je pense que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément CCR. Donc CCR est un réassureur public. Alors, public voulant dire que notre actionnaire unique est l'État. Et donc, nous avons une mission d'intérêt général de par cette proximité avec l'État. Donc, CCR propose aux assureurs des couvertures de réassurance avec ce qu'on appelle la garantie d'État. Donc, cette garantie d'État est extrêmement importante, notamment dans le domaine des catastrophes naturelles, puisque ça permet de couvrir les assureurs sur le périmètre du régime CatNat. Je expliquerai quels sont les périls couverts par le régime CatNat plus tard, et je crois que Jérémy expliquera le fonctionnement du régime CatNat. Tout à fait. Et donc les périls couverts par CCR en général sont ce qu'on appelle les risques non assurables, d'où le lien avec le rapport de M. Langournet, non assurables dans certaines conditions. Là aussi, on détaillera ce qu'on appelle la non-assurabilité d'un risque. Et donc, les principaux risques couverts par CCR sont les risques ceux couverts par le régime légal des catastrophes naturelles, donc principalement les inondations, les submersions marines, la sécheresse RGA, retrait gonflement des argiles, les tremblements de terre, les cyclones et 3 petits points, c'est-à-dire que la liste des périls couverts par le régime CatNat n'est pas une liste fermée. On peut aussi la caractériser par les risques, les périls naturels qui ne sont pas couverts par le régime CatNat, mais couverts par d'autres garanties, telles que la tempête. Donc pour le grand public, ça peut paraître parfois un peu confus, mais la tempête, la grêle et la neige sont couvertes au sein d'une garantie qu'on appelle TGN dans le jargon métier.
la partie tempête, à l'instar de ce qui est couvert par le régime CatNat, est obligatoire. C'est-à-dire que les assureurs ont l'obligation de proposer aux assurés la garantie tempête, qui est au sein de la garantie TGN. Donc, les autres périls couverts par CCR, donc, mais qui est en dehors du sujet de ces tables rondes, sont le terrorisme et la RC nucléaire. Donc, c'est des risques qu'on considère comme étant non assurables, du moins par un marché de l'assurance classique. Donc la France est menacée par différents périls naturels, donc ceux du régime CatNat. Il y a d'autres risques qui menacent la France que j'ai pas cités. Alors soit des périls qui existaient déjà auparavant et qui, du fait du changement climatique, deviennent de plus en plus importants, notamment, je pense, aux feux de forêt, qui ont un impact en France métropolitaine de plus en plus important. On voit ce qui se passe notamment en Californie, avec une non-assurabilité croissante de ce risque. Le risque climatique sur récolte, qui est un risque important, notamment aussi du fait, qui existait déjà, mais qui est de plus en plus important du fait du changement climatique. Les risques dans le domaine agricole ne sont pas couverts par la CCR, c'est un autre mécanisme d'assurance. Donc la filière agricole, elle est très exposée. Elle est en première ligne de ces risques climatiques. Alors, en termes de... pour planter le décor, donc il y a énormément de chiffres que j'ai mis sur le visuel. Donc c'est difficile de donner tous ces chiffres, malheureusement. Hier soir, en pensant à cette intervention, je me disais, mais bon, on va donner que des chiffres de catastrophes, des milliards de sinistres. Je me suis dit, mais quel est le message positif que je peux apporter ? Surtout que un des messages, c'est que ça va croissant. Donc ces chiffres de sinistralité correspondent à des montants indemnisés. C'est-à-dire que les victimes des sinistres sont malheureusement victimes des sinistres, mais elles sont indemnisées par le biais des assureurs et de la CCR, des réassureurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. On pense à des pays très proches, mais ce n'est pas forcément que des pays sous-développés. Il y a des pays industrialisés qui n'ont pas le même système d'indemnisation qu'on peut avoir en France. Donc le côté, on va dire, positif de ce constat, c'est que derrière tous ces chiffres qui se comptent en milliards, il y a des victimes qui sont indemnisées par leur assureur. Donc si on regarde sur le panorama des événements naturels en France, donc je parle uniquement de la France, comme j'ai dit, on a une croissance de ces événements naturels. Si on découpe la période depuis l'existence du régime CatNat, qui date de 1982 jusqu'à aujourd'hui. Donc si on considère la période 1982-1989, alors pourquoi 1989 ? C'est la date à partir de laquelle la sécheresse a été couverte par le régime des catastrophes naturelles. Donc au global, tout événement naturel confondu, incluant tempête, grêle, neige, donc ça ce sont des chiffres France Assureurs. Je ne parle pas uniquement du périmètre du régime CatNat. De 1982 à 1989, la moyenne de la sinistralité, c'est 1,5 milliard en euros d'aujourd'hui. De 1990 à 2009, donc sur 20 ans, cette moyenne passe à 2,7 milliards. Les chiffres France Assureurs mentionnent, entre parenthèses, hors Lothar et Martin. En tant que réassureur, il est difficile de donner des chiffres hors événements extrêmes, puisque le rôle d'un réassureur, c'est de couvrir les événements extrêmes. Mais je partage les chiffres de France Assureurs. Si on inclut Lothar et Martin dans la moyenne, on passe à 3,5 milliards de moyenne sur cette période. De moyenne, vous voulez dire par an, c'est ça ? Voilà, de moyenne par an. Sur la période 2010-2019,
cette moyenne passe à 3,7 milliards versus les 2,7 milliards. Et sur une période encore plus courte, 2020-2023, même si en tant qu'actuaire, il est difficile de faire des moyennes sur une période aussi courte, mais là, on passe à 6 milliards. Bon, évidemment, la tendance est à la hausse. On peut découper un petit peu ces périodes en différentes parties, en incluant ou pas 2022, qui est une année vraiment extrême, en incluant ou pas 99, qui est l'année de Lothar et Martin, à 17 milliards. Donc on voit quand même une hausse de la sinistralité des événements naturels. Alors, si on se fait un focus sur les catastrophes naturelles, à savoir les périls couverts par le régime CatNat, donc je rappelle principalement les inondations, la sécheresse. Alors, ce sont les périls les plus concernés par le changement climatique, mais ça inclut aussi les tremblements de terre. On a vu en 2023 que la France, même métropolitaine, pouvait subir des tremblements de terre. Et donc les cyclones aussi. En 2017, la France, la France outre-mer a subi un cyclone Irma de très forte intensité. Donc sur un petit territoire, ce cyclone a coûté 2 milliards environ, réévalué à 2,4 milliards aujourd'hui. Donc là aussi, on voit une croissance de la sinistralité. Donc je ne vais pas vous assommer avec trop de chiffres, mais sur la période 2005-2014, la moyenne inondation est aux alentours de 500 millions. Sur la période 2014-2023, la moyenne est proche de 700 millions, 660 millions on va dire. Donc une croissance contenue des inondations. Cette croissance peut s'expliquer par différentes choses, notamment l'impact positif de la prévention. Mais donc là, je planque juste le décor. Le péril qui a fortement augmenté et qui continuera à augmenter dans le futur, donc je vous l'ai tous deviné, c'est la sécheresse RGA, retrait-gonflement des argiles, qui a un impact sur les bâtiments et pas sur les cultures, qui va faire que en cas de fortes pluies, les argiles gonflent. Donc il y a un mouvement de terrain vers le haut. Et en cas d'été très sec et très chaud, les argiles se rétractent, et les fondations, le sol se rétracte, ce qui fait un mouvement comme ça de va-et-vient sur les fondations des maisons, et finissent par céder, et engendrant des dommages très importants et rendant impropres à la consommation les maisons. Donc sachant qu'il y a une exposition assez forte, hein. La moitié des sols d'habitation individuelle sont justement construites sur des zones argilles, qui représentent quand même 10 millions d'habitations individuelles. Ça, c'est l'exposition. Après, il y a la vulnérabilité qui est différente. C'est-à-dire que toutes les maisons ne sont pas aussi vulnérables les unes que les autres. Ça dépend si elle a été construite de façon... en ayant des fondations, en mettant des renforts. Il y a le fait qu'il puisse y avoir des dépendances proches de la maison qui engendrent des fragilités. Donc l'exposition, oui, de 10 millions de maisons, vulnérabilité peut-être pas autant, mais donc la sinistralité, je n'ai pas donné le chiffre, mais sur les périodes que j'ai mentionnées tout à l'heure, la moyenne de la sinistralité sécheresse est passée d'environ 300 millions à plus d'1 milliard aujourd'hui, donc un facteur 3 en 10 ans sur l'augmentation de la sinistralité sécheresse. On parlera dans le futur un petit peu des travaux de CCR sur l'impact du changement climatique. Donc tous ces chiffres un peu catastrophiques sur le régime CatNat. Donc un des premiers constats du rapport de M. Langrenez, c'était sur l'équilibre financier du régime CatNat. Pour illustrer un petit peu le déséquilibre, plutôt que le déséquilibre du régime CatNat. Donc depuis 2016, donc les sinistres CatNat sont systématiquement supérieurs aux primes CatNat.
sauf en 2021, année exceptionnelle avec une faible sinistralité sécheresse. Donc ça se traduit en termes d'impact financier pour la Caisse centrale de réassurance, une baisse de nos réserves, ce qu'on appelle les provisions pour égalisation, de plus de 2,5 milliards sur la période 2016 à aujourd'hui. Et donc on a ce qu'on appelle la garantie d'État. Et donc comme on est ici dans un centre de formation du ministère de l'Économie et des Finances, ce qui est intéressant pour l'État, c'est de connaître la probabilité que l'État intervienne pour faire face à une sinistralité que les réserves de CCR ne permettraient pas de couvrir. La probabilité pour que l'État intervienne en 2024 est supérieure à 10%. Donc c'est une probabilité, on va dire, très forte du fait des baisses très importantes des réserves de CCR. Donc voilà un petit peu pour le constat. Je reviens à mon idée première, c'est que tous ces chiffres de sinistralité, en face, on peut mettre des personnes qui ont été indemnisées et qui, grâce à l'assurance, ont pu avoir leurs biens remis en état et faire face à ces sinistres. Voilà, un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en tout cas qui fonctionne au vu de ces chiffres que vous donnez. Donc je rappelle, parce que là vous appuyez évidemment sur des visuels, que vous pouvez les retrouver sur le site de l'IGPDE un peu plus en détail aussi, si vous voulez consulter toutes ces données. Je vais faire intervenir Jérémy Lowerstum dans un court instant pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce régime CatNat que vous avez commencé à évoquer. Peut-être un commentaire, Thierry Langrenay, sans rentrer encore tout à fait dans votre rapport. Non, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a un chiffre à retenir très important, c'est 4 milliards d'euros de dégâts assurés par an en France. Combien à l'international ? 100 milliards. Ça veut dire que la France, qui représente moins de 1% de la population mondiale, représente 4% des dommages assurés. Au niveau mondial, c'est 100 milliards le montant des dommages assurés chaque année. Mais dans le monde globalement. Dans le monde, globalement. Mais c'est une partie, c'est seulement des 140 milliards de dommages totaux. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse part de non-assurance dans le monde. Ça veut dire aussi qu'il y a évidemment beaucoup plus de valeur en moyenne par habitant en France. Mais ces chiffres montrent la qualité de la couverture dont nous bénéficions en France, et je rejoins Thierry qui dit ces montants permettent de rebondir, permettent une résilience, et je dirais même plus, ils permettent d'investir. Parce que si assurance il y a, crédit il y a, investissement il y a, développement il y a. Donc on est dans un système qui est économiquement vertueux. Pourquoi a-t-on aussi une aussi grande part des dommages assurés ? Parce que nous avons un régime d'assurance, à travers le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, qui est plus universel que ne sont les autres régimes dans les autres pays. En clair, les autres pays ne pratiquent pas les grandes caractéristiques dont nous bénéficions depuis 1982 pour le régime CatNat, et qui vont sans doute être présentés par Jérémy dans un instant. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une question qui arrive. Alors, il y avait une première question, mais qui anticipe beaucoup, parce qu'il pose la question de savoir que, finalement, est-ce qu'en France, tout resterait assurable à condition qu'il y ait suffisamment de prévention ? Je la garde en réserve, parce qu'elle va faire l'objet aussi, justement, du contenu de votre rapport. Mais là, il y en a une vraiment qui concerne ce point à l'international dont vous parlez. Pour les pays en voie de développement, serait-il nécessaire de développer des produits d'assurance dédiés et ou l'équivalent de la CCR ? Est-il réaliste de le faire ? Alors c'est une excellente question, et je dois vous dire que c'est une question sur laquelle les ateliers du futur sont en train de réfléchir ardemment. Que se passe-t-il dans les pays en développement ? On a, je dirais, la double peine. Premièrement, ils sont souvent plus touchés que la moyenne par les périls climatiques. Inondations, vagues submersives, moussons, grandes sécheresses. Pas besoin de vous faire de dessin. Et probablement, pourrait-on démontrer que la faiblesse de ces économies est notamment liée à la dureté du climat qui, régulièrement, vient impacter les acteurs économiques.
Et deuxièmement, une des raisons pour lesquelles l'économie en souffre, c'est justement qu'il n'y a pas une solidarité entre les moins exposés et les plus exposés, permettant de rendre l'assurance accessible même aux plus exposés. Oui. Si vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques en Inde, il faut que vous payiez une assurance significative contre la mousson qui peut les abîmer, et plein d'autres exemples. Donc, oui, il devrait y avoir une réflexion, et idéalement des produits d'assurance solidaires, d'une part à l'intérieur des pays, pour subventionner, pour être clair, les surexposés par les sous-exposés, par les plus préservés, et vraisemblablement entre pays, dès lors que les primes, même subventionnées en moyenne, seraient trop importantes pour que tout un chacun puisse y accéder. Il faut se poser la question, si dans les 100 milliards d'euros par an que les pays du Sud demandent aux pays du Nord pour assurer leur transition, il ne devrait pas y avoir une forme de subvention d'une assurance à condition, bien sûr, que plein de règles, notamment de droit, soient clairement établies. Donc oui, l'insuffisance d'assurance et un trop-plein de dommages sont objectivement nuisibles au développement et pourraient mériter des programmes de ce type au niveau international. Voilà, et en tout cas, vous y travaillez, donc on va avoir en tout cas une réflexion engagée sur le sujet, donc on suivra ça aussi de près. Alors revenons en France et continuons, vous avez commencé à parler de ce régime CatNat, on va voir un peu aussi les rôles respectifs de l'État, de l'assureur et du réassureur. Avec vous, Jérémy Lowerstum, de la même façon, si vous appuyez sur quelques slides qu'on peut retrouver aussi sur le site de l'IGPDE, mais allez-y pour nous rebrosser un peu ce système, on a vu quand même unique, fondé sur la solidarité, extrêmement mutualisé. Oui, effectivement, le premier mot, vous l'avez dit, c'est que c'est un système qui est assez unique en soi, qui a peut-être une forme d'équivalence en Espagne à certains égards avec une réassurance, mais qui, dans son fondement et sa manière de fonctionner aujourd'hui, est globalement le seul système de la sorte au monde. Je dis aujourd'hui parce que, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais il y a un certain nombre de pays qui s'intéressent au mécanisme français de mutualisation des risques, précisément parce qu'il a un certain nombre de vertus sur lesquelles on va revenir. C'est un système qui a été pensé en 1982 dans un contexte et en réponse à un enjeu qui est fixé dans le préambule de la Constitution de 1946, qui dit qu'il y a une égalité de tous les citoyens face aux calamités nationales. Et le régime CatNat, c'est une forme de déclinaison finalement de ce principe de solidarité, donc, qui est fixé dans la Constitution. Et d'un point de vue assurantiel, cette solidarité elle prend la forme d'une mutualisation des risques. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que un Français, une entreprise, un ménage ne paye pas stricto sensu la réalité de son exposition au risque. Ce risque est mutualisé à l'échelle nationale, de sorte à avoir une sorte d'homogénéité, pas évidemment un tarif strictement identique pour l'ensemble des Français, mais une homogénéisation du prix, afin que, globalement, on ait une assurance qui couvre assez largement l'ensemble du territoire français, indépendamment de l'exposition à l'inondation, à la sécheresse, etc. Ça, c'est la première vertu centrale de ce régime, qui fonctionne aujourd'hui, qui a fonctionné, qui se traduit par le fait que, nous avons aujourd'hui un des systèmes assurantiels qui présente l'un des meilleurs taux de couverture au monde. Il faut rappeler que l'assurance, en particulier pour les particuliers, l'assurance habitation n'est pas obligatoire dans un nombre principal de cas. Lorsque vous êtes locataire, vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation. Lorsque vous êtes propriétaire occupant de votre maison, c'est une assurance qui est facultative. Il se trouve que dans les faits, quasiment 98% des ménages français ont une assurance habitation en métropole. Je découvre ça avec vous parce que je suis propriétaire, je ne savais pas que j'étais. Et bien restez assurés, on va y venir voilà, après. Exactement. Sauf en immeuble. Sauf en immeuble, sauf d'accord. en copropriété et lorsque vous êtes locataire. D'accord, donc là je suis concerné, donc pas de souci. Tout à fait. Mais le canevas est celui-là, et donc on a une assurance qui globalement en France est très largement diffusée sur les ménages, globalement bien diffusée sur les entreprises, sachant que les entreprises ont une obligation de couverture en responsabilité civile, mais pas forcément en dommages, et inégalement, je dirais, diffusée en Outre-mer, pour un ensemble assez conséquent de raisons qui sont en partie liées à des enjeux d'offres et de tarifs, mais pas que. Donc la première vertu de ce régime, c'est d'avoir su mutualiser et diffuser très largement l'assurance à un coût abordable en France. Aujourd'hui, globalement, en moyenne, pour un ménage,
La couverture contre le risque de catastrophe naturelle, c'est à peu près 25 € par an. C'est un tarif qui est très mesuré si on considère, je dirais, le périmètre de couverture des périls que ce régime couvre. On a une très large majorité de systèmes assurantiels dans le monde lorsqu'il y a une intervention publique et une mutualisation qui s'intéresse à un péril. Généralement, c'est l'inondation du reste, pas que, mais c'est souvent celui-ci. Il n'y a pas ou très peu d'exemples de modèles qui aient une couverture en termes de péril qui soit équivalente à celle du régime CatNat, avec une telle, je dirais, une telle couverture au niveau généralisé. Ce qui est aussi un peu la conséquence du fait que notre territoire est particulièrement exposé à un nombre assez conséquent de périls en absolu. Ça, c'est la première vertu. La seconde vertu, c'est qu'effectivement... le risque avec le dérèglement climatique, on soit aussi en première ligne, si je puis dire, par rapport notamment à la hausse globale des températures aussi. Tout à fait, absolument, oui. Et donc l'autre vertu, c'est... Non, il n'y a pas de problème. L'autre vertu, c'est la tarification qui est globalement abordable sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, ce qui est un énorme atout du régime CatNat. Si on passe outre-Rhin et qu'on fait un retour en arrière sur ce qui s'est passé en 2021 avec les inondations en Allemagne, qui est un pays qui avait fait historiquement le choix d'une assurance facultative et de ne pas avoir de couverture contre les risques de catastrophes naturelles de manière obligatoirement, je dirais, dans les contrats d'assurance habitation, on avait des taux moyens d'assurance de l'ordre de 20 à 45% selon les lenders. En couverture contre les inondations et pour des tarifs qui sont sensiblement plus élevés que ce qu'on connaît en France, pour se faire un peu un exemple de comparaison de deux modèles. Le bénéfice de ce système, c'est qu'il fonctionne a priori, c'est-à-dire qu'on organise la mutualisation a priori et non pas au moment de la survenance du sinistre à travers des mécanismes budgétaires, ce qui est une manière de protéger l'État, vu de l'angle de l'État que je représente ici. La vertu de ce régime, elle se manifeste par le fait qu'en un peu plus de 40 ans, il n'y a eu qu'une seule fois un appel en garantie de l'État, c'est-à-dire une seule fois une situation où la Caisse centrale de réassurance a appelé le ministre en disant « 90% de mes réserves sont épuisées, il est temps que l'État intervienne ». Ça n'est arrivé qu'une seule fois en 40 ans, ce qui est très mesuré, et par ailleurs pour des montants assez modestes. D'un point de vue budgétaire, il n'y avait pas d'enjeu majeur de couverture. Ça, c'est une démonstration que ce régime fonctionne bien et a historiquement bien fonctionné pendant 4 décennies. Alors, comme je l'ai dit, il couvre un nombre de périls assez important. Il ne couvre pas tout. Ce qui a été dit par Thierry Cognac est extrêmement important. On ne couvre dans le régime CatNat que ce qui est inassurable. Alors, il n'y a pas de notion juridiquement définie de l'inassurabilité. C'est un concept qui est mouvant. Ce qu'on retient de manière générale, c'est que ce qui est inassurable, c'est un risque qui, par définition, peut être localisable géographiquement. Si je prends le cas de la tempête qui n'est pas dans le régime CatNat, vous pouvez avoir une tempête à peu près partout sur le territoire français. C'est beaucoup moins vrai du cyclone, c'est moins vrai du RGA qui est par définition localisé sur des zones argileuses. Donc ça, c'est un des critères de qualification et plus largement, c'est un péril qui ne peut pas être assuré dans des conditions normales de marché, soit parce que vous n'avez pas d'offre assurantielle ou d'offre de réassurance, soit parce que si offre il y avait, elle serait à des tarifs qui globalement seraient inabordables pour une majorité de citoyens, d'entreprises, de collectivités. Ça, c'est je dirais des fondamentaux qui ont permis d'établir une liste de périls jugés inassurables. Cette liste, elle peut être évolutive. Thierry a rappelé qu'on a ajouté le phénomène de retrait gonflement des argiles au régime en 1989. Aujourd'hui, on suit, et quand je dis on, en fait, c'est plutôt mon collègue à ma droite, suit, sur demande de l'État, l'évolution de certains périls qui aujourd'hui restent assurables dans des conditions normales de marché, qui demain peut-être ne le seront plus. On s'intéresse notamment d'assez près à la grêle actuellement. On considère qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui d'assurabilité dans des conditions normales de marché sur des tempêtes non cycloniques en revanche. Voilà un peu le périmètre de la couverture. Alors en termes de fonctionnement, ce régime CatNat, il fonctionne sur 2 pieds, la solidarité à travers la mutualisation comme je l'ai dit, et la responsabilité. C'est un enjeu qui est important parce qu'à partir du moment où vous réduisez le signal prix pour l'assuré du risque, c'est-à-dire que vous ne tarifez pas le risque à la réalité de ce qu'il est, vous devez trouver néanmoins des moyens de responsabiliser globalement l'ensemble de la chaîne assurantielle, que ce soit évidemment l'assureur, et la responsabilité de l'assureur, c'est de maintenir cette mutualisation. La responsabilité de l'assuré, c'est de mettre en place des mesures de prévention individuelle, c'est de respecter évidemment
les obligations constructives qui s'imposent. La responsabilité de la collectivité, c'est d'accompagner avec le soutien de l'État la mise en place de mesures de prévention collective, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un système qui fonctionne sur ces deux piliers et qui s'appuie, je dirais, sur un cercle vertueux entre l'assureur, l'État et la Caisse centrale de réassurance. L'assureur, c'est celui qui collecte la prime, donc la prime sur le contrat de dommage, que ce soit un contrat de dommage aux biens de particuliers, de professionnels, de collectivités. Il reverse à la CCR, dans le cadre d'un traité qu'on appelle en quote-part, 50% de la quantité de cette prime qui est allouée à la catastrophe naturelle. Je vais y revenir un peu plus tard. Ce qui permet en fait de faire un partage du sort à part égale entre la Caisse centrale de réassurance et l'assureur lorsqu'il y a un besoin d'indemnisation d'une catastrophe naturelle. Et puis, à partir du moment où la sinistralité est telle que la CCR ne dispose plus de réserve lui permettant d'assumer ce rôle, alors l'État intervient à travers sa garantie illimitée. Le principe de fonctionnement, c'est que c'est un régime qui est très fortement encadré dans le Code des assurances, à savoir que l'État fixe le niveau des franchises, l'État fixe le taux qui est prélevé sur chaque contrat d'assurance de dommages et qui va vers la couverture des catastrophes naturelles. Ce taux est aujourd'hui de 12% du montant du contrat de dommages aux biens. À partir du 1er janvier 2025, il a été rehaussé à 20%. Je pense qu'on aura amplement l'occasion de revenir aux raisons qui justifient cette évolution. Et dans ce contexte-là, la CCR donc, apporte sa réassurance en quote-part jusqu'à un certain niveau, puis propose également à l'assureur ou aux assureurs qu'elle réassure une couverture, ce qu'on appelle un excédent de perte, à partir duquel, sur un certain niveau de sinistralité, 100% de la charge de sinistralité est prise en charge par la CCR, ce qui est une manière de couvrir les fonds propres finalement de l'assureur. C'est un mécanisme qui fait intervenir la CCR de manière évidente parce qu'il y a une carence de marché. Ce que je veux par là, c'est que la raison d'être de la CCR, c'est évidemment d'intervenir là où la réassurance privée ne va pas. Aujourd'hui, on est dans un système où la réassurance privée est globalement suffisante en quantité, en tarification, pour pouvoir couvrir en réassurance certains risques que les assureurs supportent. Sur le retrait-gonflement des argiles, typiquement, aujourd'hui, il n'y a pas ou très peu d'offres de réassurance de marché, d'où la justification d'une intervention par un réassureur public. Voilà un peu le principe de fonctionnement de ce régime et la manière dont il est organisé. Alors je pense qu'on y reviendra, mais l'une des difficultés qui est apparue à travers le temps, c'est que la charge de sinistralité augmentant au fil de temps et de manière assez sensible au cours de la décennie écoulée, il a évidemment fallu prévoir un mécanisme qui permette de rééquilibrer les recettes et les dépenses de ce régime. Dit autrement, à niveau globalement inchangé de prélèvement sur les contrats d'assurance de dommages pendant une trentaine d'années, la CCR et les assureurs pouvaient couvrir globalement leurs charges de sinistralité avec les recettes du régime. La sinistralité, en particulier la dynamique sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles, implique qu'aujourd'hui, et ce depuis maintenant 7 ans consécutifs, à l'exception de 2021 qui a été une année très clémente, globalement, il y a plus de dépenses annuelles liées aux sinistres climatiques couverts par le régime qu'il n'y a de recettes liées à ce régime. En conséquence de quoi, les réserves de la CCR s'amenuisent d'année en année et aujourd'hui sont globalement proches du néant. Le matelas a été mangé. Ce qui explique qu'effectivement, il y a un enjeu pour nous d'adapter le régime. Il y a deux manières de le faire, soit on augmente les recettes, soit on réduit les dépenses. On est dans un contexte où il nous semble que d'un point de vue politique et social, il est important de ne pas réduire la couverture des assurés. Donc le choix a été fait d'augmenter les recettes du régime à partir du 1er janvier 2025. Un petit point de spécificité quand même de ce régime qui me semble utile à rappeler concernant les contrats de dommages des entreprises. Ce régime, c'est un régime qui couvre des dommages sur des biens matériels. On ne couvre pas dans l'absolu l'indemnisation de pertes de vie humaine qui seraient liées à des phénomènes climatiques. On couvre des biens. Il y a deux spécificités en revanche. Sur les particuliers,
on couvre depuis le 1er janvier 2024 également les frais qui sont liés à du relogement de ménage après un sinistre. Ça, c'est une nouveauté que le régime a apportée. Quelque part, c'est une amélioration de la garantie qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un besoin de relogement, les 6 premiers mois sont obligatoirement couverts par l'assureur avec une réassurance de la CCR. Donc un partage finalement des coûts avec la CCR. Dans une situation qui prévalait avant le 1er janvier 2024, chaque contrat d'assurance prévoyait ou ne prévoyait pas cette couverture des frais de relogement d'urgence. L'autre spécificité du régime en termes de couverture, c'est sur la partie professionnelle, le fait que les pertes d'exploitation sont également couvertes sous condition. La condition principale étant qu'il faut qu'il y ait des dommages matériels pour que la perte d'exploitation soit également couverte par la garantie catastrophe naturelle. Dit autrement, si l'entreprise ne peut plus exercer son activité parce que la route est inondée mais que l'entreprise elle-même n'a aucun dommage, cette garantie ne trouve pas à s'appliquer. Voilà un peu le principe de fonctionnement. Alors, il y a eu un ensemble de réformes, il y a chaque année une grosse réforme, pour être tout à fait franc, du régime d'indemnisation des CatNat depuis quelques années. Il y a un ensemble assez conséquent de rapports qui ont été produits. Il y a eu une grande réforme fin 2021 qu'on appelle la loi Baudu, du nom du député qui a porté cette loi, qui s'est traduite par un ensemble d'améliorations du régime, notamment sur les délais d'indemnisation par les assureurs en cas de catastrophe naturelle, sur l'inclusion des frais de relogement d'urgence, sur d'autres frais annexes qui sont également couverts. Ça fait partie des grandes améliorations apportées au régime ces dernières années. Depuis maintenant 2-3 ans, la sinistralité sur le RGA implique que l'essentiel de nos réformes se sont globalement matérialisées par une amélioration des conditions d'indemnisation sur ce phénomène du retrait-gonflement des argiles. Sa spécificité, c'est que c'est un phénomène à déroulement long, à l'inverse d'une inondation, d'un phénomène cyclonique, d'un séisme. Et on a souhaité, modifier les critères de reconnaissance de ce phénomène pour tenir compte des spécificités de cet aléa, finalement, et permettre l'indemnisation de succession de sécheresses. Et l'anormalité n'est pas la sécheresse en tant que telle, mais sa succession. Et ça, c'est une amélioration du régime depuis le 1er janvier 2024, parmi d'autres évolutions qu'on a pu apporter. Alors moi, ce que je peux vous suggérer, c'est tout à l'heure aussi de parler de ces évolutions en lien aussi avec le rapport, parce que je vois le temps qui file, et il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver, on va dire, autour de et après. Les sujets, ça commence à se succéder, mais c'est important. On prend le temps pendant 2 heures aussi quand même, pour tous ceux qui nous suivent, de faire un état des lieux, de voir d'où on part, quels sont les enjeux et comment on peut y arriver. Thierry Langreney, vous vouliez juste réagir, et après on va se poser la question de déjà commencer à se projeter en se disant est-ce qu'on va vers un monde non assurable, sachant que CatNat, c'est déjà assurer les risques inassurables. Alors, est-ce qu'on aurait des risques encore plus inassurables? On va voir ça avec vous, Thierry Coignac. Mais allez-y pour commenter. Oui, pour le public qui n'est pas forcément un expert du domaine de l'assurance, et personnellement, je suis bien placé pour savoir que c'est un domaine assez abscon, je veux dire que dans ce qu'a expliqué Jérémy, il faut retenir 4 grandes caractéristiques qui n'existent pas dans les autres pays et même dans les régimes d'assurance entre guillemets libéraux, c'est-à-dire de marché libre, y compris en France, comme l'assurance récolte, l'assurance tempête, etc. C'est qu'en fait l'État a instauré 4 grandes caractéristiques dans lesquelles il intervient lui-même. La première, c'est obligation d'assurance. Vous n'avez pas le choix de vous assurer ou de ne pas vous assurer, vous êtes obligatoirement assuré. Deuxièmement, pour l'assureur, obligation d'assurer. Troisièmement, comme l'a expliqué Jérémy, à travers la CCR, protection des assureurs par l'État. Et quatrièmement, fixation du prix par l'État. Ces 4 ingrédients sont essentiels et expliquent le succès, la réussite de notre régime CatNat. Et on peut dire aussi, explique la moindre réussite des régimes qui n'ont pas ces 4 caractéristiques partout dans le monde.
Voilà, une réussite, mais on voit maintenant qu'évidemment ça devient moins adapté vu ce qui se passe et cette problématique-là. Alors on va continuer juste un petit peu à voir cet état des lieux et voir cette question, est-ce qu'on va vers un monde non assurable, comme je le disais. Thierry Coignac, de votre côté, on vous suivez de près, vous avez mené une étude justement sur l'impact à l'horizon 2050, peut-être nous en dire quelques mots en 5 minutes, on va dire, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est en la matière. Donc, je vais vous présenter l'étude qu'a réalisée CCR sur l'impact du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles à horizon 2050. J'expliquerai pourquoi à horizon 2050 et pas 2100 comme les études du GIEC le font habituellement. Alors, pour mesurer l'impact du changement climatique, il faut définir plusieurs choses. Déjà, se placer dans un contexte d'évolution d'émissions de CO2. Donc, ces scénarios, on appelle ça des scénarios du GIEC ou scénarios RCP ou SSP, ça dépend de quelle terminologie on retient. Alors, le GIEC a défini différents scénarios pour le futur, plus ou moins extrêmes. Dans le cas de notre étude, on a choisi deux scénarios. Un scénario médian, qui est, pour les spécialistes, qui est le RCP 4.5, qui correspond à une augmentation, on va dire, modérée, mais quand même au-delà de 2 degrés à horizon 2100. Et le scénario le plus pessimiste, le scénario RCP 8.5, qui est ce qu'on appelle le scénario du laisser-faire du GIEC, où les émissions de gaz à effet de serre suivent leur trajectoire actuelle pour arriver à horizon 2100 à une augmentation de température comprise supérieure à 5 degrés en moyenne. Le terme en moyenne est important parce qu'on peut se dire, s'il fait 5 degrés de plus en hiver, c'est pas si mal que ça en France, quand on voit que fin avril, il fait 1 degré le matin. Mais évidemment, c'est une moyenne, ce qui fait que les épisodes les plus extrêmes deviennent plus fréquents et avec des conséquences importantes sur la sinistralité des catastrophes naturelles et aussi sur la biodiversité plus généralement, sur tout l'écosystème de la planète. Alors, on avait comparé quelqu'un avec le corps humain. Quand on a 37 degrés, si on passe à 42, tout d'un coup, on n'est pas très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu le même type de comparaison qu'on peut faire par rapport à notre corps humain. C'est pas les températures ressenties à l'extérieur. Alors, moi, j'avais une autre comparaison qui est vraiment parlante. C'est entre l'ère actuelle et l'ère glaciaire. Il y a 5 degrés. De différence de température moyenne. Alors là, c'est 5 degrés dans l'autre sens. Donc on peut imaginer que ça bouleverse le climat, mais si l'ère glaciaire, c'était 5 degrés en moins seulement. Alors on a fixé un horizon temporel pour cette étude. Donc l'horizon temporel choisi, c'est 2050. Alors pourquoi 2050 ? Parce que c'est suffisamment lointain pour que les effets du changement climatique commencent à se faire sentir, notamment d'un point de vue modélisation, puisque aussi on verra dans l'étude que, notamment concernant les RGA, le changement climatique se fait déjà sentir et on le ressent dans la sinistralité CatNat sur cette sécheresse RGA, mais suffisamment proche pour qu'on soit capable de projeter les enjeux assurés. C'est-à-dire en 2100, combien il y aura d'habitants en France. Bon, on a un peu plus de mal à le mesurer. Où les gens vont habiter en 2100. Alors, il y a des études, mais avec une matérialité ou en tous les cas une capacité de projection pour les assureurs un peu plus compliquée, notamment est-ce qu'on construira différemment en 2100, est-ce que donc voilà des conditions sur l'évolution des enjeux assurés pas forcément évidentes à projeter à horizon 2050 à 2100. Donc on s'est fixé comme horizon temporel 2050. Donc une fois qu'on a déterminé cet horizon temporel, on a choisi différents scénarios d'évolution de la population, de l'évolution des entreprises. Alors
pas forcément que en nombre, mais aussi en répartition géographique. Parce que les catastrophes naturelles sont très sensibles à la position, enfin ça paraît évident, mais c'est pas la même chose si vous avez une population qui augmente de 10% de façon homogène ou de 10% dans le sud-est de la France, parce que les retraités ont plus envie d'aller habiter dans le sud-est de la France et le vieillissement de la population fait qu'on va aller davantage habiter par là, même si la tendance actuelle, c'est plutôt d'aller en Bretagne avec peut-être sous les effets une anticipation des effets du changement climatique. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces 3 caractéristiques, il faut utiliser des modèles. Donc, il y a une partie modèle d'aléas, pour simuler la pluie, les températures, le vent. Alors le vent ne fait pas partie des régimes CatNat, mais il a un impact sur ce qu'on appelle les submersions marines. Donc on a besoin d'avoir quelques données climatiques. Et donc ça, on utilise, côté CCR, on a utilisé le modèle de Météo France qui s'appelle Arpège Climat, donc qui permet de générer ce qu'on appelle la partie aléa et ensuite la partie dommage via les modèles physiques de CCR qui vont prendre en compte l'intensité de l'aléa, la vulnérabilité des enjeux assurés et leur localisation de façon à transformer des augmentations de température à une augmentation en euros du coût des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'études pour dire qu'à tel endroit, il pleuvra plus, il pleuvra moins, il fera plus chaud, moins chaud, mais des études pour dire que ces évolutions du climat génèrent une augmentation du coût en euros des catastrophes naturelles, c'est, du moins à l'époque où on l'avait fait, une première, alors je ne dis pas mondiale, mais en tous les cas, une part importante, une contribution importante des travaux de CCR pour bien faire prendre conscience des personnes concernées. De l'impact du changement climatique en euros, ce qui motive notamment les personnes à agir. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat? Sachant que les documents sont sur le site de l'IGPDE, l'idée, si vous pouvez nous résumer ça en 5 minutes, je vous dis ça parce que là, il y a énormément de questions qui arrivent sur et après, qu'est-ce qu'il faut faire, les risques sur les argiles, comment augmenter les recettes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très très vite, même si le constat est nécessaire. Et justement, de savoir quels sont en termes de chiffres. Allez-y. Donc souvent, on nous pose la question de quel est le modèle que vous utilisez pour faire ces calculs. C'est pas un modèle, je résume, c'est une chaîne de modélisation avec plein de modèles qui rentrent en compte. Et notamment, les simulations de Météo France, c'est des simulations qui ont mis 6 mois à calculer sur les serveurs les plus puissants de Météo France. Donc, ce sont des calculs assez complexes qui comportent évidemment des incertitudes aujourd'hui, mais la science progresse sur ces sujets. Et M. Langreney disait qu'il était passionné par le climat et il sait bien que c'est une science avec beaucoup d'incertitudes et de difficultés à appréhender. Alors, en termes de résultats, sur les périls climatiques, donc en fonction des scénarios choisis, on a une augmentation plus ou moins importante de la sinistralité CatNat. Donc si je résume très rapidement, selon le RCP 4.5, si on considère uniquement l'évolution de l'aléa, on a une augmentation de 32% de la charge des périls liés au climat, à savoir sécheresse, inondation, submersion marine, donc plus 32%. Donc sur un régime qui est déjà en tension, on voit bien que c'est plus supportable. Suivant le RCP 8.5, ce 32% se transforme en 73%. Mais si on considère en plus l'évolution des enjeux assurés, donc sur le RCP 4.5, l'augmentation est de 50%. Et sur le RCP 8.5, l'augmentation est de 100%. Donc un doublement de la sinistralité CatNat à horizon 2050. Donc voilà pour les chiffres très rapidement sur l'évolution
de la sinistralité CatNat à horizon 2050, avec des disparités en fonction des aléas. Évidemment, il ne vous aura pas échappé que l'aléa qui augmente le plus, c'est l'aléa sécheresse. Et donc avec une augmentation, plus d'un doublement de la sécheresse en 2050, suivant le 4.5. Et voilà, alors j'ai pas le 8.5 sur mon slide sur la sécheresse, mais la sécheresse est encore plus impactée dans le cas du scénario 8.5 à l'horizon de 2050. D'où des mesures importantes à prendre. Peut-être la suite. Oui, exactement. Donc j'imagine que de toute façon, tous ces documents aussi, on peut le retrouver sur le site de la CCR. CCR, voilà, exactement. Donc, et en plus, on a des slides et des documents qui vous sont fournis, parce que voilà, l'idée, je suis un peu la gardienne du temps, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que comme je vois beaucoup de questions, voilà, mais c'est important de planter le décor, voilà, vous pouvez le montrer, conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050, voilà, sur le site de la CCR, tout en détail. Jérémy Lowerstone, avant qu'on rentre plus spécifiquement dans le rapport, parce que je vous dis, il y a plein de questions qui arrivent, pour terminer, on va dire, cet état des lieux. Alors, on pourrait parler aussi de tout ce qui est sectoriel, hein, parce qu'il y a, par exemple, la filière photovoltaïque qui se heurte à des obstacles. Parfois, c'est compliqué aussi en termes de bâti, avec de nouveaux matériaux de construction qui voient le jour et parfois qui ont des difficultés aussi de garantie. Enfin, ça, on pourrait, je pense que le décor, on peut largement le planter. Il y a la problématique géographique, territoriale, qui est évoquée par une question. Alors là, c'est certains assureurs américains refusent des nouvelles polices dans certains États, voire se retirent tout simplement. Est-ce qu'on peut imaginer que certains assureurs français puissent suivre le pas sur le territoire français? Est-ce que ça se fait déjà, français ou outre-mer d'ailleurs? Est-ce que c'est des constats qu'on peut faire? C'est un des sujets qu'on a effectivement assez largement regardé avec Thierry dans le contexte du rapport sur le maintien, notamment sur le pan du rapport qui concerne le maintien de la mutualisation du risque. La réponse générale, c'est oui. La réponse spécifique, c'est il faut encore savoir avec quelle ampleur et quelle dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a constaté et on sait que soit par des logiques de tarification différenciée fortes qui visent en fait finalement à refuser de prendre le risque par un tarif inaccessible, soit tout simplement par un refus de proposer une offre de souscription, il y a effectivement certaines zones du territoire qui aujourd'hui sont sujettes à ce type de problématique. On estime qu'elles sont à ce stade très limitées. On ne sait pas donner de matérialité à ce caractère limité et on ne sait pas à ce jour définir l'ampleur, la dynamique de ce phénomène de démutualisation. C'est l'un des grands enjeux qui suit, je pense, le rapport qui a été coproduit par Thierry Langreney, sur lequel, côté gouvernement, on travaille de manière assidue. C'est peut-être même l'enjeu numéro 1 en termes de politique publique à l'instant T pour nous, qui est effectivement de se doter des outils qui non seulement permettent de mieux comprendre et de mieux connaître ce phénomène de démutualisation, d'une part, et d'autre part, de mieux savoir y répondre. On n'a pas en France un phénomène où les assureurs d'eux-mêmes vont dire « j'arrête de proposer une souscription sur telle zone ». Je pense qu'on est plus pudique qu'aux États-Unis en la matière. L'assureur qui dit sur les 70 000 contrats en question, il n'y aura pas de renouvellement l'année prochaine, on n'a jamais vu ça en France, fort heureusement. En revanche, de manière effectivement plus insidieuse peut-être, ce phénomène existe factuellement. La question pour nous, c'est de savoir, un, le quantifier et deux, l'anticiper. Je pense qu'on aura l'occasion d'y dire. Exactement. Et peut-être un zoom aussi, parler quand même de l'assurance aussi des collectivités locales. Oui, qui est un sujet en soi, ça fait partie... autant on a un certain nombre de signaux faibles sur les assurances de particuliers et d'entreprises, autant on commence à avoir quelques signaux de moins en moins faibles sur la partie collectivité locale. Ce qui a donné lieu à la sollicitation par le gouvernement d'un rapport qui est actuellement en cours de finalisation, qui a été confié à messieurs Chrétien et Dagès, qui vise spécifiquement à qualifier les problématiques assurantielles des collectivités locales. La raison pour laquelle on a souhaité un rapport spécifique sur ce sujet, c'est parce que
le phénomène présente un certain nombre de spécificités dans l'univers assurantiel, notamment parce que dans un contexte où globalement on a un univers concurrentiel très fort en France en matière d'assurance de dommages, il y a un peu plus de 100 assureurs qui sont présents sur le marché de l'assurance habitation. C'est un marché qui est sur les collectivités beaucoup plus concentré, avec peu d'assureurs qui ont des parts de marché très conséquentes. Et ensuite parce que c'est un marché qui est régi par le Code des marchés publics et donc qui présente un certain nombre de spécificités à ce titre-là. Donc le rapport n'est pas encore remis. Il a vocation à faire, le constat non seulement de la difficulté d'assurance des collectivités, en fonction de leur taille, en fonction de leur exposition, de leur zone géographique. Il a vocation à qualifier l'évolution de la tarification de l'assurance pour les collectivités locales. Et il a vocation à proposer des recommandations, des pistes qui nous permettent effectivement de mieux couvrir ou de mieux anticiper les enjeux de couverture d'assurance de dommages des collectivités locales. Alors, très bien, donc là, dans la première heure, on va dire, je suis un peu la gardienne du temps, on a pris le temps et c'était important de planter le décor, de voir où on était et de voir aussi les conséquences à l'avenir. On va maintenant, dans l'heure qui nous reste, parce que je vois beaucoup de questions aussi qui arrivent justement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a la question de l'acceptabilité aussi, je crois qu'on va pouvoir évoquer. Donc je vais vous passer la parole, Thierry Langreney, et vous pourrez tous les deux réagir, évidemment, c'est l'objectif, et continuer à poser vos questions. Je vous rappelle, vous trouvez aussi tous les documents. Là, je pense que cette première heure vous a donné beaucoup de matière aussi pour mieux comprendre. Donc Bruno Le Maire et Christophe Béchu ont reçu ça a été présenté, voilà, pour être très clair, au ministre, parce qu'il avait reçu déjà en décembre, mais en tout cas ça a été présenté, on va dire officiellement, le 2 avril dernier, cette mission et ce rapport de mission sur l'assurabilité des risques climatiques, réalisé par vous-même, Thierry Langreney, et puis également vous avez deux autres participants, si je peux dire, Gonéry Le Causanet, expert au BRGM et contributeur au 6e rapport d'évaluation du GIEC, et Myriam Merad, directrice de recherche au CNRS. Ce rapport s'appuie sur les contributions de 150 personnes représentant une soixantaine d'organisations professionnelles de la société civile, du secteur assurantiel, de la recherche. Donc avec des objectifs, des recommandations et 2 mots, c'est ça, c'est prévention et adaptation, c'est ça, si on veut résumer. C'est atténuation, financement, rééquilibrage et prévention. Alors allez-y pour nous dire ce qui ressort de cette mission. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier Jérémy, parce que vous avez cité les 3 co-rapporteurs, mais sans Jérémy, ce rapport ne serait pas sorti. Il a été d'une efficacité et d'une qualité extraordinaire et tout à fait appréciable pour les co-rapporteurs. Et puis je voudrais aussi remercier Thierry, qui m'a fait passer les pires vacances que j'ai passées depuis à peu près 10 ans, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble au mois de juillet et août pour revoir tous les chiffrages dans tous les sens, historiques, barre péril, etc. Donc effectivement, ça a été une mission passionnante, parce que évidemment, c'est un sujet d'avenir et à enjeu significatif. Alors, je veux vraiment souligner qu'on a voulu traiter de la manière la plus extensive possible les 3 domaines. Atténuation, c'est-à-dire lutte contre le réchauffement climatique, avec une contribution des assureurs qui est tout à fait perfectible. Deuxièmement, assurance pour rendre pérenne un régime dont Jérémy a dit qu'il était un peu fragilisé, et Thierry l'a dit aussi. Et troisièmement, prévention, parce que la prévention est vraiment au service de la pérennité de ce régime. Alors, commençons par la mère de toutes les batailles, si vous voulez bien, c'est-à-dire l'atténuation, autrement dit, la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'assurance? Eh bien, tout. Parce que les assureurs ont des leviers extraordinaires pour baisser les émissions, à la fois en France, mais aussi en Europe et même dans le monde. Ils ont d'une part leurs actifs. En France, c'est 2800 milliards d'investissements disponibles et qui peuvent servir de levier à travers la finance verte pour financer des activités de moins en moins carbonées. Et puis, ils ont leur activité d'indemnisation plus traditionnelle et on n'avait pas vraiment creusé le sujet, même nous-mêmes, avant cette mission. Et donc, eh bien, on a découvert qu'au service de la lutte contre le réchauffement climatique, les assureurs pouvaient beaucoup faire.
à la fois, bien sûr, en dirigeant leurs investissements dans les bonnes directions, c'est-à-dire vers des entreprises et des États qui décarbonent de manière alignée avec l'accord de Paris. Et deuxièmement, à l'occasion des sinistres. Parce que figurez-vous que le sinistre, c'est une contrainte, mais c'est aussi l'opportunité de remettre en cause un existant qui peut être trop émissif. C'est vrai pour les particuliers, vous et moi, c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour l'État, les collectivités locales, c'est vrai pour les exploitants agricoles. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'occasion d'un sinistre, quand on répare, il faut toujours se poser la question de comment réparer décarboné. Et des pièces de réemploi, des matériaux de réemploi, ça fait partie des options possibles et ça devrait être poussé par les assureurs. Oui, parce que parfois, je crois que le réemploi, c'est pas simple en termes d'assurance, si je ne m'abuse. Oui, mais par exemple, pour les pièces détachées, c'est extrêmement facile mais en dans automobile. Le bâtiment, dans le bâtiment, c'est encore plus complexe. Compliqué, mais ça dépend aussi des matériaux et du niveau de démolition des matériaux que l'on récupère. Je suis d'accord, il y a des travaux, il y a des efforts à faire au sein des filières pour normaliser et du coup faciliter la vie de ceux qui certifient ces matériaux à travers des normes rassurantes pour les entreprises et pour leurs clients. Donc c'est ce que vous parlez dans un de vos objectifs, le numéro 9, développer et accompagner l'investissement dans la résilience du bâti, par exemple. Non, pas tout à fait. Ça, c'est sur la partie prévention. Prévention, voilà, juste après. Là, vous avez un accident, vous devez remplacer une aile ou une portière, eh bien, plutôt que d'aller chercher systématiquement du neuf, si vous trouvez un déconstructeur qui met sur le marché le même type de matériaux, eh bien, il faut foncer pour remplacer et réparer avec quelque chose d'existant qui va faire chuter de 90% l'empreinte carbone de la réparation. Et alors, encore mieux, les sinistres importants qui impliquent un remplacement. La voiture complètement abîmée, malheureusement, en espérant que personne n'a été blessé, mais qui doit quand même être remplacée parce qu'elle est économiquement ou physiquement irréparable. Eh bien, si l'assureur vous faisait un petit chèque supplémentaire pour vous permettre d'acheter une voiture non plus thermique, mais électrique, eh bien, ça concernerait chaque année 1% du parc en plus qui serait électrifié. Et du coup, ça permettrait de doubler la vitesse d'électrification du parc automobile français. Donc il y a un tout petit peu de potentiel à saisir à travers le verdissement du règlement des sinistres, ce qui suppose de l'avoir prévu dans le contrat en amont, ce que font déjà certains. Et pareil pour les chaudières qui se transforment en pompe à chaleur, etc. etc. Donc c'est un accompagnement des assureurs de la transition écologique et des mesures qui peuvent être prises par l'État en la matière. Tout à fait. C'est un accompagnement qui coûtera de l'argent aux assureurs, qui se répercutera un petit peu sur les primes, mais de manière extrêmement bénigne. C'est 4 € à peu près sur une assurance habitation par an et peut-être quelques dizaines d'euros, pas plus, sur l'assurance automobile. Et on double la vitesse d'électrification du parc, ce qui n'est pas neutre alors que la France et l'Europe ne vont pas respecter l'atteinte de l'objectif sur le secteur des transports. Fin de la mer des batailles, pour faire simple, il y a d'autres choses, mais c'est quand même le plus important. Deuxième sujet, qui semble-t-il vous intéresse, l'assurance. Alors, si nous avons passé de très mauvaises vacances avec Thierry et Jérémy l'année dernière, c'est parce qu'on a soulevé tous les capots possibles, de tous les modèles possibles, pour identifier la charge moyenne attendue des sinistres dans le climat actuel. Et puis, par ailleurs, l'évolution prévisible dans les années et décennies à venir. Parce que c'est une chose de redresser un déficit aujourd'hui, c'en est une autre de maintenir un équilibre dans la durée. Donc ces travaux estivaux nous ont permis de chiffrer le coût total du régime dont s'occupe Jérémy, c'est-à-dire, je ne vais pas dire combien nous coûte Jérémy, mais le coût du régime dont s'occupe Jérémy, et les chiffres figurent dans le rapport. En gros, on dit quoi?
eh bien, pour qu'une assurance en général et le régime en particulier fonctionne... Oui, parce que l'idée, c'est de garder ce régime CatNat, on le garde. Hein. Il est bien, on le garde. On le consolide. Et je vais vous redire après tous les bénéfices. Mais on le consolide en faisant en sorte que la cagnotte, et j'utilise à dessein ce mot, la cagnotte, dans laquelle tout le monde abonde, permettent de payer toutes les charges de ce régime. J'utilise à dessein le mot cagnotte et pas tirelire. Alors moi j'ai une question, hein. Comment comptez-vous les recettes? Hausse des primes à régler, j'imagine, 3 petits points, je vous le dis, voilà. La réponse est oui, mais je vais quand même expliquer pourquoi. Non, cagnotte, ça veut bien dire que tout le monde contribue. Ceux qui ont beaucoup de sinistres, ceux qui ont très peu ou quasiment pas de sinistres, et ceux qui ont moyennement de sinistres. C'est ça ce que Jérémy exprimait sous forme de solidarité. Il y a une solidarité entre les plus exposés et les plus préservés. C'est ce régime qui explique l'énorme taux de couverture que nous avons, 95% à peu près, contre des taux ridicules dans d'autres pays, en Europe ou même aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que pour les plus exposés, la prime est accessible. Elle est modérée par le fait qu'ils bénéficient d'une subvention venant de ceux qui sont préservés et qui payent un prix qui a été fixé, non pas par Jérémy, mais par l'État, et qui est bien en deçà du prix du risque dans l'absolu, si Thierry avait le calculé par zone géographique, par activité, etc. Et on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas de mutualisation, de subvention croisée, et du coup, les clients les plus exposés, comme en Floride, payent des primes faramineuses. Si vous voulez vous assurer en Floride contre le cyclone, c'est 3 000 € par an pour votre maison, seulement le cyclone. Mais comme il vous faut aussi vous assurer contre l'inondation, c'est 3 000 € supplémentaires par an, ou dollars. Donc ça fait 6 000 € rien que pour les événements naturels par an. Il faut pouvoir se payer 6 000 € d'assurance. Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui ne s'assurent pas ou qui déménagent. D'ailleurs, il y a une question. Hein. À partir de quel moment, je reviens dessus, parce qu'à quel niveau d'augmentation des primes d'assurance arrive-t-on, on va dire, à un décrochage prévisible et donc risque de non-assurabilité? On en est très loin. Il faut être sérieux, on en est très loin. Aujourd'hui, comme l'a dit Jérémy, on est à peu près à 25 € de primes annuelles par contrat. L'augmentation qui paraît nécessaire à Climat 2020, elle porte à moins de 40 € la prime annuelle par contrat. Alors attention, encore une fois, pourquoi a-t-on besoin de cet argent? Parce qu'il faut quand même pas regarder seulement ce qu'on paye, il faut vraiment regarder à quoi ça sert. Premièrement, il faut payer les sinistres. C'est l'énorme majorité qui vont avec de la les prime. Chiffres, ça va augmenter. Absolument. Et comme Jérémy l'a expliqué, on vient en plus d'augmenter les droits des assurés en termes de frais supplémentaires qui sont payés et également on va les augmenter en termes de reconnaissance des communes en CatNat sécheresse. Donc ça fait plein d'argent. Voilà. Le deuxième poste important, ce sont les frais de gestion des sinistres. Il faut bien quelqu'un au téléphone ou en physique pour accueillir le client, pour faire les chèques, pour provoquer l'expertise, pour traiter les dossiers de A jusqu'à Z. Donc on a mis des coûts minimes à reverser aux assureurs pour payer cette partie-là. J'insiste sur le fait que c'est grâce au réseau géographique et à la capacité de gestion des sinistres des assureurs que le stress des assurés peut être pris en charge. Je vous parle en connaissance de cause parce que dans ma vie antérieure, sur les 10 dernières années, on gérait plus d'1 million de sinistres par an. Et on avait des quantités d'appels phénoménaux de clients extrêmement stressés. Le plus important, à la limite, c'est pas tant le chèque que l'accompagnement psychologique dans ces moments terribles. Et l'aide à la réparation, parce que parfois c'est difficile de trouver une entreprise qui répare, etc. Donc c'est du travail, donc ça mérite sa rémunération. Et puis le troisième domaine nécessaire, eh bien c'est la rémunération des fonds propres
qui sont nécessaires à la solvabilité des assureurs et de la CCR, y compris la rémunération de la garantie de l'État, parce que la loi prévoit, heureusement, que pour protéger les clients, il faut que les assureurs aient des coussins d'amortissement des coups durs extrêmes. Et ces coussins, eh bien, il faut les rémunérer, parce que c'est de l'argent immobilisé. Donc on a fait la somme de ces 3 dimensions, et vous le voyez sur le rapport, vous le verrez dans une des slides qui sont présentées. Le rapport est en ligne aussi. On arrive à passer les primes nécessaires au régime d'1,9 milliard en valeur 2022 à 3,2 milliards. 1,9 milliard par an à 3,2 milliards par an pour réaliser l'équilibre global du régime. Donc ça veut dire passer, par exemple, la surprime CatNat de 12% à 20,3% en 2022. Alors on est déjà en 2022 ce qui était en 2022. C'était nécessaire en 2022. Voilà, c'est ça. Ça, c'était la photo. Maintenant, le film des années à venir. Thierry a parlé de cette magnifique étude de la CCR qui parle de l'aggravation en fréquence et en intensité des événements climatiques, y compris extrêmes, et donc de l'aggravation des coûts. Pendant nos vacances studieuses, nous avons à nouveau zoomé sur combien ça va nous coûter tout ça en plus chaque année. Alors, comme l'a très bien dit Thierry, en fait, il y a 4 phénomènes, 4 forces qui se conjuguent pour augmenter les coûts. La première, c'est l'inflation monétaire, l'inflation des réparations. L'inflation publiée chaque année par l'INSEE, etc., et qui est souvent plus importante pour le bâtiment et pour les voitures, parce que ce sont des sous-segments qui ont des inflations spécifiques. Donc, premièrement, l'inflation des réparations. Deuxièmement, l'inflation des valeurs. Le PIB, ce sont des richesses supplémentaires. Ces richesses, elles s'accumulent, elles se transforment en voitures, en maisons, en mobilier, en entreprises, en équipements, etc. Ces valeurs, en cas de sinistre, coûtent plus cher. Donc on a une inflation des valeurs. Troisièmement, on a une inflation, que citait Thierry, liée à la migration des retraités vers le sud-est, mais pas que. Donc une inflation liée à la géographie. Et quatrièmement, l'inflation suprême, si je puis dire, au-dessus de tout ça, c'est l'inflation climatique. Parce que le GIEC l'a dit, les événements extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus importants, de plus en plus sévères. Et ça aboutit naturellement à plus d'événements et plus d'impact. Ce qui se rajoute aux 3 forces d'inflation. Et on a trouvé de magnifiques écarts sur le marché pour estimer cette inflation purement climatique. À peu près du simple au double. Et donc on a choisi quelque chose d'extrêmement sophistiqué, 1%. D'accord. Parce que c'était un chiffre rond, et en plus le hasard fait que c'était au milieu de la fourchette. Mais on n'est pas sûr que ce soit la réalité de cette inflation qui est hautement incertaine, comme l'a dit Thierry. Et donc on a proposé un rendez-vous quinquennal pour vérifier si le 1% était suffisant ou pas suffisant. La conclusion des recommandations sur l'équilibre financier du régime, c'est tout de suite porter d'1,9 milliard à 3,2 milliards les primes utiles pour payer tout ce qu'on a dit. Et deuxièmement, assurer la durabilité économique dans la durée en augmentant de 0,2% la surprime CatNat. C'est-à-dire en passant de 20 à 20,2, 20,4, 20,6, 20,8, etc. Donc voilà, Jérémy s'occupe de ça maintenant pour le traduire. On verra. Bah justement, Jérémy Lowenstein peut commenter évidemment, parce que moi je vous écoute, j'entends parler de hausse, de hausse progressive, donc il y a
des interrogations qui peuvent se poser aussi sur aussi ceux qui sont sur l'acceptabilité qui est vraiment posée, hein, parce que hausse des cotisations CatNat indispensable, dit un de nos participants, mais qu'en sera-t-il de l'acceptabilité de ce régime de solidarité nationale qui se heurte à une distorsion forte? En effet, avec le développement de l'aléa RGA dont vous parliez, 45% des Français en logement collectif cotisent pour couvrir majoritairement des propriétaires de logements individuels. Voilà, c'est un Américain qui a posé cette question, non? Je ne sais pas. Parce que c'est exactement ce qu'on rencontre aux États-Unis. Mais ça illustre effectivement un point important qui est que l'acceptabilité doit non seulement porter sur les ménages ou les assurés qui sont dans les zones les plus à risque, qui ne doivent pas supporter des primes d'assurance à 6 000 € par an, mais elle doit aussi, quelque part, cette acceptabilité porter sur ceux qui contribuent au titre contribution nette au régime. Il est vrai que des ménages qui aujourd'hui ne sont sujets à aucun aléa, vous êtes ici dans le centre de Paris, au 12e étage d'une copropriété, votre risque sur l'inondation, le cyclone, le séisme est très limité. Il faut aussi que le jeu collectif de la mutualisation se traduise par le fait que vous ne surpayez pas massivement non plus, effectivement, cette absence de contribution. Donc l'équilibre et l'acceptabilité doit être global. Et ça, c'est un point qui est important. Un commentaire sur ce qu'a dit Thierry à l'instant. Donc ce qu'on a effectivement fin 2023 décidé, avant même finalement la présentation du rapport au ministre, c'est de mettre en œuvre, ou quasiment mettre en œuvre à 0,3 près, la hausse de la surprime. Ce qui est important de rappeler, c'est que cette hausse qui peut paraître sensible, c'est à peu près 1,50 € par mois en plus sur un contrat d'assurance habitation, c'est aussi la conséquence du fait qu'il n'y avait pas eu de hausse depuis 1999. L'un des enjeux pour nous, c'était de devoir faire un rattrapage important sur quelque part 20 années où il n'y a pas eu de hausse de ce taux de surprime CatNat et où, de surcroît, les franchises en catastrophe naturelle elles-mêmes sont figées quasiment depuis l'origine du régime. Ce qui veut dire qu'en valeur absolue, finalement, ces franchises diminuent puisqu'elles ne sont même pas indexées sur l'inflation. Donc l'enjeu pour nous, c'était ce rattrapage immédiat, rapide, dans un contexte où la CCR n'a plus aucune réserve. Et ça me semble être une évidence que de le rappeler, mais lorsque la CCR n'a plus de réserve, un appel en garantie de l'État, c'est le budget de l'État, c'est l'impôt des Français. Ce qu'on ne paye pas dans une poche, ça ressort dans l'autre quelque part. Donc l'enjeu, effectivement, c'était de protéger le régime, de protéger la CCR et bien sûr de protéger l'État en sous-jacent. La suite, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on anticipe la situation en 2050 qui a été décrite par Thierry. Ce qui peut prendre plusieurs formes. Soit des à-coups, comme on l'a connu finalement fin 2023, après 20 années où on n'a pas augmenté ces surprimes, soit un système qui permette de progressivement lisser la hausse de la charge en tenant compte d'une pente de sinistralité. Et l'un des enjeux, effectivement, pour nous, en termes de politique publique, c'est de réfléchir à la manière dont on pourrait faire lisser cette hausse de manière supportable pour le régime, pour les assurés à l'avenir. Vous appuyez sur d'autres documents, même s'il est très très bien celui de la CCR, pour modéliser et voir un petit peu ce qui pourrait naître en la matière. Alors, la CCR, c'est factuellement la référence en la matière. D'abord, elle a une mission d'intérêt général, donc elle sert l'État pour réaliser ces modèles. C'est aussi probablement la structure qui, en France, apporte les modèles les plus sophistiqués dont nous, on a besoin effectivement pour faire ces projections. En tout cas, les modèles publics ou à défaut d'être publics, accessibles pour l'État. Donc c'est très clairement la source prioritaire pour nous. Du reste, il existe des simulations qui ont été réalisées par des sociétés d'assurance ou de réassurance qui ont mis publiquement ou qui nous ont communiqué leurs résultats et qui globalement sont tout à fait cohérentes avec ce que la CCR elle-même voit pour 2050. Ce que personne ne peut voir, c'est évidemment, est-ce qu'on sera dans un scénario 4-5, 8-5, intermédiaire, jusqu'à quel point le réchauffement va s'accélérer, etc. Et ça, évidemment, c'est la part d'incertitude avec laquelle il faut vivre. Mais effectivement, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait supporter de manière acceptable pour tous, encore une fois, cette augmentation qui est liée à une sinistralité qui, elle, est factuelle et qu'on voit. Il faut beaucoup de pédagogie, comme toujours, sur tous ces sujets. Alors Thierry Coignac, évidemment, vous pourrez réagir. On parle d'assurabilité, on parle de 25 € en moyenne par an versus 40 après augmentation de la surprime. Ça reste acceptable. Par contre,
il faut aussi que ceux qui nous écoutent aient en tête un mécanisme où là on raisonne en moyenne, on raisonne pour les assureurs qui appliquent un taux de surprime. Ce taux de surprime s'appuie sur une prime de base qui normalement est dédiée à la couverture du risque incendie, vol, dégâts des eaux. Par contre, le 12% est réglementé, mais cette prime de base sur laquelle les 12% s'appliquent n'est pas réglementée, et les assureurs sont tout à fait libres de pouvoir choisir cette prime de base. Aujourd'hui, les assureurs ont la possibilité d'augmenter cette prime de base pour compenser une sinistralité CatNat importante. Donc quand on parle de 25 € ou de 40 €, c'est pour la partie CatNat pour les assureurs qui appliquent un 12%, quel que soit le risque. Ce n'est pas la réalité économique. Donc la question de l'assurabilité se mesure à travers ce phénomène de sélection des risques, de potentielle sélection des risques par les assureurs pour les biens les plus exposés en modulant la prime de base. Les progrès techniques, les modèles développés permettent de faire cette sélection. L'historique aussi plus long de sinistralité, quand régulièrement vous avez une sinistralité dans une commune, l'assureur qui est là pour garantir un équilibre financier. On a parlé d'un déséquilibre financier de CCR, c'est pas parce que CCR a un déséquilibre financier, mais ça veut dire aussi que les assureurs, eux aussi, ont un déséquilibre financier sur les CatNat. C'est-à-dire que nous, on a exactement on a 50% des primes et 50% des sinistres, plus une partie non proportionnelle. Mais grosso modo, si CCR perd de l'argent sur les CatNat, c'est que les assureurs perdent de l'argent. Donc ils ne peuvent pas rester les bras croisés à perdre de l'argent sur cette branche d'assurance importante. Donc ils sont, à partir du moment où il y a un déséquilibre, ils sont contraints et forcés de chercher à réduire ce déséquilibre et à faire de la sélection de la façon dont je l'explique, en modulant la prime de base. Et ce qui rompt un peu l'objectif principal du régime CatNat, qui est la mutualisation et la solidarité de tous. Donc le problème vient de là, de cette possibilité de faire évoluer le tarif de base et faire que dans certaines zones, soit plus possible de payer sa prime d'assurance. Pour rebondir sur ce que disait Thierry Coignac, vous faites un appel, j'allais dire, aussi aux assureurs pour qu'ils s'engagent. Enfin, typiquement, vous les mettez en première ligne pour avancer. On aurait voulu, je disais, avoir quelqu'un du monde de l'assurance ici, même si vous connaissez bien le secteur, pour réagir aussi. Vous vous appelez notamment à consolider une association nationale de prévention des risques naturels avec la contribution des assureurs. Alors ça, c'est pour le volet prévention. Prévention, oui. Mais sur ce que vous venez de dire, la première question qui était posée au rapporteur, c'était jusqu'où faut-il augmenter les primes pour rééquilibrer le régime. Je dirais que c'était un peu la question de la CCR, pour personnaliser à outrance. La deuxième question, très importante, qui était plutôt celle de Jérémy, c'est que faut-il faire pour éviter cette esquisse que l'on devine d'esquive ou d'éloignement, pour ne pas parler de fuite, de certains assureurs de certaines régions. Oui, qu'on évoquait tout à l'heure. Et alors, premièrement, je voudrais dire que de tout temps, les assureurs se sont protégés soit par des politiques de tarification, c'est-à-dire en augmentant les primes, soit lorsqu'ils n'y arrivaient pas, par des politiques de souscription ou de non-souscription. Regardez l'assurance dans les DOM, peu d'assureurs sont présents dans les DOM, ce qui veut dire que beaucoup d'assureurs ont fui les DOM. Regardez l'assurance récolte, beaucoup d'assureurs ont fui l'assurance récolte, parce qu'ils n'arrivaient pas à équilibrer. Maintenant, regardez le régime CatNat. Depuis 2016, les assureurs et la CCR vendent à perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher ailleurs une subvention pour cette ligne d'activité. Comment le font-ils? Eh bien, comme l'a dit Thierry, ils essayent de reconstituer un peu de marge sur les autres risques, incendie, dégâts des eaux, vol, bris de glace, responsabilité civile de l'habitation, et
il la reverse dans cette cagnotte déficitaire qui était le régime CatNat. Sauf que on est le pays d'Europe où la concurrence est la plus forte. Parce qu'on a les assureurs traditionnels, les mutuelles que n'ont pas les autres pays d'Europe, les banques assureurs que n'ont pas les autres pays d'Europe. Et du coup, la pression est extrêmement forte, spécialement sur les risques préservés. Et du coup, les primes sont extrêmement basses. Aller faire de la marge sur un contrat d'appartement à Paris ou dans n'importe quelle ville qui est à 100 ou 120 euros de prime par an, et dont il faut déduire tout un tas de frais. Donc, cette capacité à basculer, à subventionner le régime CatNat par des marges ailleurs, elle est très faible, voire inexistante. Du coup, pour se protéger, certains ont effectivement allégé leur exposition, soit explicitement, soit en mettant des prix hors marché, qui faisaient qu'ils diminuaient leur niveau de perte dans les secteurs les plus exposés. Et c'est ce que j'appelle un réflexe de crise, un réflexe d'autoprotection des assureurs, comme beaucoup d'acteurs économiques le feraient pour fuir des foyers de perte. À partir du moment où on rétablit l'équilibre général de la cagnotte, le monde change. On ne vend plus à perte. Et si on a l'aubaine des secteurs préservés ultra bénéficiaires parce que le prix permet de dégager des marges, alors la peine ou la croix des foyers, des secteurs les plus exposés, surexposés, doit être supportée. Et là, effectivement, on dit, eh bien maintenant, que chacun prenne sa part, du bon grain et de l'ivraie, et assume, je dirais, une espèce d'équité sur l'ensemble des territoires, cette universalité géographique et universalité des clients, parce que globalement, le régime est équilibré. Et qu'on ne ferait pas les profits sur les secteurs bénéficiaires, enfin les moins exposés, s'il n'y avait pas ce régime et cette obligation d'assurance. Donc c'est aussi une question de responsabilité sociétale fondamentale des assureurs. Et vous la sentez, cette bonne volonté ? On la sent naturellement, mais juste au cas où, on a introduit deux petits dispositifs à notre avis vertueux. Le premier, c'est de dire, puisqu'il y a maintenant, et avec une augmentation programmée des primes, une marge supérieure sur les secteurs préservés, eh bien, utilisons-la. Et on a inventé un système de vase communicant des secteurs surexposés vers les secteurs les moins exposés à travers l'outil technique qui s'appelle le prélèvement au titre du fonds Barnier, ou du fonds de prélèvement, qui pour l'instant est un prélèvement fixe et qu'on propose de moduler pour diminuer en gros les marges sur les secteurs sous-exposés, enfin préservés, et pour diminuer la perte sur les secteurs surexposés. Ce qui suppose un zonage, n'est-ce pas, messieurs? Petit sujet technique. Et puis la deuxième disposition, c'est qu'à partir du même zonage, il devrait être possible à la CCR, par exemple, de suivre l'activité des assureurs et de se rendre compte lorsqu'il y a des mouvements qui seraient, qui conduiraient à un déséquilibre sur les secteurs les plus exposés. Encore une fois, parce qu'à partir du moment où le régime est globalement rentable, il n'y a pas de raison de diminuer drastiquement sa présence sur ces secteurs-là. Voilà. Jérémy Lauerstum, un commentaire à ces dispositions ? Oui, effectivement. Dans le contexte actuel du 3e plan national d'adaptation au changement climatique, donc qui est en finalisation de construction maintenant et qui sera bientôt mis en consultation avant l'été, les mesures assurantielles, ou certaines des mesures assurantielles qui ont été évoquées par Thierry à l'instant, sont très clairement identifiées comme des enjeux d'adaptation. Et à ce titre-là, font partie d'une instruction sur laquelle on travaille maintenant depuis plusieurs mois. Parce qu'effectivement, dans le laps de temps qui a été évoqué entre décembre et avril, on n'est pas resté les bras croisés, évidemment. Il y a 2 prérequis pour nous à la mise en place de ce mécanisme de modulation. Le premier, c'est une meilleure connaissance des zones et des phénomènes de démutualisation. Et dans ce contexte-là, donc lors de la remise ou la présentation du rapport aux 2 ministres, Le Maire et Béchu, il a été annoncé publiquement qu'on préparait le travail pour la construction d'un observatoire de l'assurance des risques climatiques.
dont la fonction sera précisément pour l'État de mieux connaître les zones où il y a des mutualisations, les zones où on voit des retraits d'assureurs, les zones où on voit finalement des parts de marché qui commencent à se consolider sur quelques acteurs très limités au détriment de cette mutualisation. Donc ça, je dirais, c'est la première étape, c'est de mieux connaître, mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et de pouvoir la suivre année après année. Alors justement, il y a une question, qui définit le zonage? Quelle gouvernance politique pour le faire évoluer? Et ça, c'est le deuxième élément, voilà. C'est le zonage. Voilà, comme quoi, finalement, la question arrive au bon moment. Effectivement. La deuxième étape, c'est effectivement d'être en capacité de produire un zonage des aléas, des expositions, des vulnérabilités pour les principaux aléas du régime. L'idée, c'est évidemment de se focaliser sur le régime. Donc là, on vise principalement les phénomènes d'inondation, de retrait-gonflement des argiles, les phénomènes cycloniques qui sont plus aisés quelque part à géolocaliser. Sur la base de ce zonage qui sera forcément un zonage établi par l'État, et par l'État dans ce Cénacle l'IGPDE, je pense qu'on peut dire à la fois la Direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique, avec l'appui des services concernés, évidemment le ministère des Finances en fait partie, de pouvoir établir ce zonage multipéril, donc par définition, qui permettra effectivement ensuite de déployer les moyens dont Thierry a exposé une possibilité pour quelque part maintenir, forcer, inciter à la mutualisation par les assureurs, puisqu'effectivement c'est le socle fondateur du régime CatNat. On ne peut pas avoir un régime CatNat où la CCR a une obligation de proposer une couverture de réassurance à tout assureur qui le souhaite, et d'un autre côté avoir un système où finalement des assureurs, eux, démutualiseraient de manière très forte. Donc ça, c'est vraiment quelque part une condition sine qua non du régime, et il faut effectivement qu'on crée les moyens de maintenir cette mutualisation, connaissance, zonage et quelque part moyens incitatifs pour les assureurs. Vous parlez des zones argileuses. Le risque sur les argiles est-il bien identifié par une enquête détaillée sur les territoires? A-t-on pu établir une carte de France des départements les plus concernés? Avec même une question, y aurait-il des zones indemnes, par exemple la Bretagne, le Massif central, qui paieraient pour les autres au titre de la solidarité? Mais forcément, il faut se décontracter. Il faut accepter de payer pour les autres, parce que c'est ce qui maintient la vie dans nos territoires. On ne peut pas vouloir aller dans l'Est, aller dans le centre, aller dans le Sud-Est, s'il n'y a pas de vie, de capacité d'accueil, d'entreprise, etc. Et donc, cette mutualisation, comme l'a dit Jérémy, elle participe à l'aménagement du territoire. Et elle est essentielle pour les investissements, pour la présence des particuliers, la présence des entreprises. Et on voit ce qui se passe aux États-Unis. Quand aux États-Unis, des assureurs désertent, et ils ont le droit de le faire, eh bien l'État les rattrape par les bretelles, quelque part, pour leur dire « restez, restez », parce que c'est la vie de l'État, du secteur, de la région qui en dépendent. Donc il faut investir pour l'activité économique des territoires, et donc à travers l'assurance, y participer. C'est absolument clair. Là, y répondre, Jérémy, puis je ne vous oublie pas, Thierry Coignac aussi pour réagir. Oui. Alors pour la réponse directe à la question qui est posée, oui, il existe une carte d'exposition au risque de retrait-gonflement des argiles, qui est une carte qui a été mise à jour il y a quelques années et qui sera encore l'objet d'évolution, qui est une carte qui, évidemment, n'offre pas une perfection absolue, puisqu'il y a toujours des petites poches argileuses qui ne sont pas forcément identifiées et qu'on peut compléter au fil de l'eau en fonction des études géotechniques, notamment, qui peuvent être produites. Mais c'est une carte qui, globalement, aujourd'hui, est l'un des socles sur lequel se fondent les critères de reconnaissance CatNat pour le phénomène de retrait-gonflement des argiles. On peut la retrouver où, cette carte? C'est une carte qui est tout à fait publique, qui a été établie par le BRGM. Vous tapez carte exposition RGA et vous la trouvez en accès libre sur le site Géorisque, notamment, le site du MTECT, que vous retrouvez également sur le site du BRGM. Je me demande si sur le site de la CCR, vous ne l'avez pas mise également en ligne. Donc elle est tout à fait publique. Plus largement, est-ce qu'il y a des zones qui payent pour d'autres? C'est une réponse qui n'est pas simple à faire parce qu'effectivement, vous n'avez a priori pas beaucoup, voire pas du tout d'argile en Bretagne, sur des sols plutôt granitiques. Par contre, vous avez des submersions marines en Bretagne. C'est aussi dans le régime des submersions marines.
La plupart des grandes villes de France sont construites près de fleuves et de rivières. Donc s'il n'y a pas de mesures de prévention pérennes, potentiellement vous êtes dans des zones inondables. Donc la question de savoir qui paye pour qui, pour moi, c'est pas la bonne question. On a un régime qui constitutionnellement a été construit pour favoriser la mutualisation, et c'est le régime qui aujourd'hui, globalement en France, est celui qui est en vigueur. Et je pense qu'il y a suffisamment d'exemples qui ont été évoqués par Thierry pour montrer que la mutualisation a beaucoup, voire que des avantages par rapport à des régimes strictement libéraux. On prend le cas de la Floride, la réponse de la Floride, ça a été de construire de toutes pièces un assureur public parce que les assureurs privés n'y allaient plus. C'est ça la réponse de la Floride. Dans un pays qui est pas, dans un État qui n'est pas particulièrement connu a priori pour son interventionnisme public. Alors Thierry Cognac, vous allez pouvoir réagir. Juste, on me signale qu'il y a parfois quelques petits problèmes de son, parfois un décalage au niveau de la connexion. Dans tous les cas, le replay aura bien récupéré le son. Donc désolé, excusez-nous s'il y a parfois ce léger décalage lié à ce qu'on appelle les aléas du direct. Allez-y Thierry Cognac. Oui, sur le risque RGA, ça reste quand même un risque qui est aléatoire d'un point de vue ALEA, c'est-à-dire que les zones touchées varient d'une année à l'autre. On a vu, alors les années de très grande sécheresse comme 2022, c'est quasiment toute la France qui est touchée, mais pour des sécheresses de taille moyenne ou intermédiaire, il n'y a quasiment aucune zone qui est épargnée. Effectivement, peut-être à l'exception de la Bretagne, mais comme l'a rappelé Jérémy, la Bretagne est exposée aux submersions marines et aussi aux inondations. Il y a des inondations dans certaines grandes villes de Bretagne. Donc le régime CatNat doit être solidaire. Il y a une péréquation qui est effectuée entre la métropole et les Outre-mer, puisque aucune région n'est épargnée réellement, et c'est le propre de l'assurance de permettre une couverture des plus exposés par les moins exposés. Donc la difficulté vient quand l'aléa devient, quand il y a une disparition de l'aléa. Dans certaines régions, certaines typologies d'habitation, le risque devient certain. Et donc là, il y a effectivement besoin de faire un zonage et de prendre des mesures, notamment en matière de prévention et d'assurance sur ces zones, que ce soit, on pense principalement à la sécheresse, mais aussi aux inondations, puisque dans certaines zones, les inondations vont augmenter avec des événements, par exemple Cévenol, qui arrivent quasiment tous les ans dans certaines... Hors période d'épisode Cévenol, on va dire a priori. Donc il y a un besoin de créer ce zonage pour déterminer de façon précise les mesures à prendre, soit en prévention, soit en partage du risque au niveau des assureurs, en admettant que ce soit assurable, parce que le régime CatNat couvre les risques qui sont inassurables, suivant certaines caractéristiques. Quand il y a disparition de l'aléa, ça fait partie de la non-assurabilité et qui ne doivent pas être couvertes par le régime CatNat, qui est de toute façon un régime d'assurance. Donc les dispositions proposées par notamment Thierry Langreney dans ce rapport vous semblent aller dans le bon sens ? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. On ne doit pas faire comme Thierry est présent là, être les bras croisés. Il faut, il ne faut pas rester les bras croisés face à l'importance du défi qui est face aux assureurs et aux réassureurs et à l'État dans le cadre de l'impact du changement climatique sur le régime CatNat, qui est, comme on l'a dit maintes fois, un régime que le monde entier nous envie. Alors, je prends quelques questions que je n'ai pas encore posées et qui viennent de ceux qui nous suivent. Je me tourne vers vous, Jérémy Lewerstum. Il est de bon ton... Alors, attendez, vous avez descendu juste au moment où j'étais en train de la lire. Il est de bon ton de dire que l'État est le réassureur en dernier ressort, certes, mais compte tenu de l'état des finances publiques, pourquoi tarde-t-on à relever le niveau d'intervention de l'État en intégrant une tranche couverte par les marchés financiers sous la forme d'un cat bond, une obligation catastrophe ? Je le lis tel quel. Quelqu'un a lu le rapport. Oui, il y a effectivement une recommandation du rapport qui vise à permettre à la CCR de se couvrir sur les marchés financiers.
Du reste, elle a tout à fait les moyens de le faire. C'est prévu dans ses statuts constitutifs. Hein. La question, c'est à quel coût? C'est un enjeu d'opportunité, en fait, en réalité. Et par qui? Et par qui, évidemment. Mais... Et pour quel péril, surtout. Voilà. Il faut d'abord trouver, effectivement, sur les marchés financiers, le cas échéant, qui sont les offreurs sur quel type de péril. On peut anticiper que sur certains périls très franco-français, ce sera un peu plus compliqué, effectivement, de trouver une couverture de marché. Néanmoins, le sujet n'est pas du tout fermé. Il y a un enjeu, effectivement, qui est évoqué dans le rapport, qui vise à permettre à la CCR de se couvrir avant l'intervention de l'État par les marchés financiers. Et on n'exclut absolument pas cette piste. Ce n'est pas un enjeu qui nécessite pour l'État de légiférer. C'est un enjeu qui est prévu, que la CCR peut tout à fait mettre en œuvre avec l'appui, le cas échéant, de son actionnaire, l'État. Mais c'est tout à fait possible et envisageable. La question, effectivement, c'est de savoir, en opportunité, est-ce que ça coûte plus cher pour la CCR d'aller se couvrir sur tout ou partie sur les marchés financiers ou d'avoir finalement cette garantie illimitée de l'État? Ça, c'est un enjeu qui devient véritablement une question de rapport de coût d'opportunité. Vous voulez y réagir, Thierry Coignac, à ce point-là? Ou Thierry Langreney, allez-y. Je veux juste dire que la CCR n'avait pas les moyens, ces dernières années, de payer cette protection, parce que le régime étant déficitaire, elle supportait aussi un compte d'exploitation extrêmement mince. La hausse de la surprime CatNat va redonner aux assureurs et surtout à la CCR une marge de manœuvre qui lui permettra, à sa guise, soit de mettre du foin, si je puis dire, dans la grange pour les mauvaises années, c'est-à-dire des provisions d'égalisation, soit d'acheter des couvertures année après année pour protéger l'État immédiatement, ou un mix des deux. Le type de protection qu'on vise ici, a priori, c'est des couvertures sur de l'intensité extrême, des aléas qui se traduiraient par des coûts finaux de 10, 15, 20 milliards d'euros de dommages, qui à l'échelle aujourd'hui du régime, et on peut continuer à toucher du bois, n'ont pas trouvé à se matérialiser, puisque l'événement le plus coûteux, comme c'était rappelé, c'est la sécheresse de 2022. Il n'y a a priori pas beaucoup d'appétence sur le marché financier pour couvrir de la fréquence. Et on est aujourd'hui dans un schéma où globalement, en France, c'est plutôt de la sinistralité de fréquence qu'on a connue. En revanche, effectivement, l'opportunité demeure effectivement pour couvrir du phénomène de pointe. Vous ajoutez quelque chose, Thierry Coignac? Non. Une question, alors, puisque vous parlez de concurrence tout à l'heure, des assureurs étrangers pourraient-ils échapper à la solidarité CatNat et si française et cibler les zones peu exposées en bénéficiant de ce fait d'un avantage concurrentiel sur les assureurs nationaux? Tout à fait. C'est exactement un risque que nous avons perçu et qu'on a essayé de traiter justement à travers cette modulation du prélèvement entre les zones préservées et les zones exposées ou surexposées. Et ce que nous pensons, c'est que si l'État mettait véritablement en œuvre cette différenciation du prélèvement entre trois zones, en gros les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges, eh bien ça priverait les barbares étrangers de l'envie de nous envahir, mais en ciblant exclusivement les zones préservées. Et effectivement, c'est un risque, et c'est un risque que craignent énormément les assureurs, d'autant qu'est en préparation une directive qui obligerait les assureurs à donner toute la transparence sur leur sinistralité, y compris par secteur géographique. Donc oui, ce risque existe, et la solution est identifiée. Il faut qu'on parle peut-être de la prévention pour oui, un mot de prévention, parce que justement, tout à fait dans les temps, c'est vrai que ça n'a pas été évoqué, sachant qu'il y avait une première question qui est arrivée très vite. Henri de Castres écrivait en 2015 « Un monde à plus 4 degrés ne serait plus assurable ». Maintenant, on entend de la part des assureurs, en France, tout resterait assurable à condition qu'il y ait suffisamment de prévention. Quel est votre avis? Et c'est en lien, je pose la question, et c'est en lien avec votre sujet de prévention. Le ministère de la Transition écologique bâtit, d'après ce que nous comprenons, une nouvelle trajectoire d'adaptation au changement climatique basée sur plus 4 degrés en France. C'est-à-dire plus 2,5 au niveau mondial et plus 1,5 de singularité française. Donc on sera bien à plus 4. Est-ce que la France sera assurable à plus 4 degrés? Personnellement, je suis convaincu que oui. À condition que, premièrement,
l'équilibre global de la fameuse cagnotte du régime CatNat soit assuré dans la durée, vraiment année après année, pour éviter les phénomènes d'autoprotection et d'esquive. Et deuxièmement, parce que la CCR a très bien montré que les efforts d'investissement dans la prévention permettent de maîtriser la charge des sinistres et donc la charge des primes. Et on parlait tout à l'heure de l'acceptabilité des primes, spécialement pour les habitants des appartements dans les villes non exposées, etc. Il faut éviter que les primes doublent tous les 10 ans. Et c'est par la prévention qu'on va maîtriser la charge et donc les primes de demain. Et à ce titre, donc, nous avons voulu élargir le portefeuille d'actions de prévention en ciblant d'une part les constructions neuves. Quand je parlais tout à l'heure de la résilience du bâti aussi, il y a la résilience du bâti et les bâtiments neufs, évidemment. Voilà, et deuxièmement, le bâti existant, bien sûr, qui sont vraiment deux domaines distincts. Et d'ailleurs, sur le bâti existant, il y avait une question un peu plus globale, on va dire. Il est écrit que 90% du bâti de 2050 est déjà là. Considérant l'intensification des différentes manifestations de changement climatique, comment intervenir pour diminuer la vulnérabilité de cet existant? Quel mix entre abandon et relocalisation, aménagement et adaptation? Comment procéder pour accompagner les personnes touchées financièrement, techniquement et humainement? Très vaste question. Donc, c'est la question de quelle prévention pour le bâti existant. Donc, pour aller vite et simple, on a proposé 3 grandes lignes d'action. La première, c'est donner les moyens de faire. C'est ce qu'on a appelé le pouvoir faire. À travers l'utilisation d'un fonds de prévention des risques naturels dédié aux actions individuelles. Et ce fonds, il est instantanément financé dès lors que la hausse de la surprime entraîne une hausse du prélèvement de 12% qui existe déjà. Avec ces 12% de l'augmentation de la surprime, on est capable de trouver à peu près 150 millions d'euros qui peuvent accompagner les ménages, et spécialement les ménages modestes, dans les mesures de prévention individuelles sur les inondations, les cyclones, et peut-être demain le retrait-gonflement des argiles lorsqu'on aura prouvé que les mesures dites horizontales sont efficaces, comme le pense la CCR. Le deuxième volet que nous avons préconisé, c'est de renforcer les moyens, la capacité technique des assurés pour investir dans leur résilience. Et concrètement, ça signifie mettre en place une plateforme du type MaPrimeRénov', mais qui serait un peu MaPrimeRésilience, une plateforme multicanale, c'est-à-dire accessible au téléphone, par Internet et en visite, qui permettrait aux assurés, spécialement après sinistre, de bénéficier d'un diagnostic de résilience, soit pris en charge par leur assureur, soit hors assureur, et d'un accompagnement dans l'orientation vers des entreprises de travaux. Et la CCR a notamment identifié des besoins spécifiques concernant, par exemple, les travaux sur les mesures horizontales contre le retrait-gonflement des argiles. Et troisième dimension, pour terminer, le vouloir faire, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut investir dans la prévention. Personne. Sauf dans certains cas après sinistre, quand on a été hyper sensibilisé, parce que c'est vraiment dramatique, on peut envisager de mettre un peu d'argent dans un peu de prévention, mais comme de toute façon, le non-investissement n'est pas pénalisé, votre prime reste la même, vos franchises restent la même, eh bien, vous pouvez aussi ne rien faire et attendre le prochain sinistre pour attendre la prochaine indemnisation. Eh bien, comme l'a dit Jérémy, il n'est pas complètement légitime que les plus exposés et les plus consommateurs, si je peux dire, du régime, ne fassent rien et laissent la collectivité payer de plus en plus cher. Et ça rejoint le sujet d'acceptabilité en général. Et donc nous avons préconisé qu'il y ait une association dont vous avez parlé tout à l'heure, conjointe assureurs pouvoir public pour sensibiliser les clients, les clients des assureurs aux besoins de la prévention, aux cyclones aux Antilles, aux inondations dans le sud-est, partout à la partie RGA. Et par ailleurs, nous préconisons que les résidences secondaires,
et les résidences locatives et les grands risques commerciaux est un traitement encore plus incitatif à la prévention, c'est-à-dire des primes libres et des franchises libres. Alors, je sais que c'est un peu agressif, mais moi-même, j'ai une résidence secondaire et je considère que quand on a une résidence secondaire, on a en général des moyens de mettre en œuvre de la prévention si on est très exposé. Voilà. Parce que, encore une fois, sinon, c'est la collectivité qui va payer demain x2 ou x3 à travers des sinistres qu'on aurait pu éviter. Alors, je vais vous proposer, Thierry Cohenyac, un commentaire à ce sujet de la prévention, on a bien compris, qui est central, et peut-être de conclure, parce qu'on arrive presque à la fin, comme quoi, vous voyez, 2 heures de conférence en ligne, ça passe très vite, hein, quand il y a beaucoup de détails et de dossiers à présenter, un sujet quand même très vaste. Allez-y, je vous passe la parole. Prévention, et si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure. Alors, sur la prévention, donc tous les points qu'a mentionné M. Langreney sont importants. Ce que va faire CCR en matière de prévention, donc on va continuer nos travaux pour mieux connaître, approfondir notre connaissance du risque RGA, de mettre en place les bonnes mesures de prévention collective aux bons endroits, grâce à nos modèles, grâce à une collaboration avec notamment la DGPR. On va aussi investir dans la filière prévention, c'est-à-dire qu'une partie de nos actifs, on va le dédier à un fonds, alors pas au sens fonds Barnier, mais un fonds dans lequel on va financer des entreprises travaillant dans le domaine de la prévention, de façon à développer une filière prévention, ce qui n'existe pas réellement aujourd'hui pour des entreprises qui ont des produits innovants en matière de prévention, que ce soit au niveau des inondations ou du RGA, comme les mesures horizontales dont on parle beaucoup, qui sont pas forcément plébiscité par CCR, mais plus par les experts qui les ont mis en œuvre, d'où le fait que CCR soit convaincu que ce type de mesures soit efficace à la fois en réparation et à la fois en prévention, du fait de leur coût relativement modeste par rapport à des réparations plus importantes, ce qu'on appelle les mesures verticales. Merci à vous pour cet éclairage. Alors Jérémy Lowerstum aussi pour parler de la prévention, puis les prochaines étapes. Donc vous avez parlé le plan d'adaptation. On peut attendre des mesures peut-être à l'automne. Comment ça va se préciser tout ça par rapport sur l'appui de ce rapport? Oui, effectivement. Donc le sujet de prévention est clairement au cœur des enjeux du PNAC. La prévention collective, historiquement, a démontré son efficacité, en particulier les mesures mises en place sur l'inondation. La CCR a régulièrement produit des rapports et à la demande de l'État et pour l'État qui montrent l'efficacité de chaque euro investi en matière de prévention collective. Le sujet aujourd'hui qui est devant nous principal, c'est la prévention individuelle et en particulier la prévention individuelle face au retrait-gonflement des argiles, qui là pour le coup aujourd'hui ne fait l'objet d'aucun dispositif véritablement. Il y a de premiers jalons qui ont été pris puisqu'on oblige aujourd'hui, et ça c'est tout récent, ça a été inscrit dans la loi très récemment, que les sinistrés de catastrophes naturelles liées au retrait-gonflement des argiles utilisent l'indemnité d'assurance qui a été versée pour mettre en œuvre les travaux de réparation, dans un contexte général où normalement l'indemnité versée par l'assureur peut être librement utilisée par l'assuré. Là, on estime que d'un point de vue de responsabilité de prévention, il est nécessaire que dès le premier signe d'apparition d'une fissure, il y ait des travaux de remédiation qui soient mis en œuvre et de prévention pour l'avenir pour éviter des seconds sinistres. C'est une partie de la réponse seulement, évidemment. Il y a un enjeu de politique publique plus large à l'échelle du parc, puisqu'évidemment le parc se renouvelle en moyenne avec 1% par an, de pouvoir renforcer tout le dispositif de prévention individuelle. Ça fait partie des gros sujets actuellement qui sont inscrits dans le contexte du PNAC, qui s'appuieront notamment sur des démarches qui ont déjà été annoncées il y a quelques semaines, mois pour la plupart, notamment un appel à projet qui a été porté sur Financement France 2030, qui vise en effet à identifier les solutions les plus efficaces face au retrait-gonflement des argiles. Ça fait partie des quelques jalons, je dirais, de court terme qui doivent nous permettre de renforcer notre connaissance des meilleures, ou en tout cas des mesures de prévention qui sont les plus efficaces pour le long terme. Tout ceci dans un contexte où, évidemment, les politiques de prévention sont elles-mêmes assez dépendantes de la pente, finalement, de réchauffement de notre pays. Ce n'est pas exactement les mêmes politiques qu'on devra mettre en œuvre à horizon 2030-2050 en fonction de l'évolution du climat. Et ça, pour le coup, il y a un certain nombre de travaux de CCR qui le montrent de manière tout à fait intéressante.
Voilà, et donc on va suivre ça. Et donc on l'a bien entendu, le gouvernement étudie comment moduler la cotisation sur les primes CatNat en fonction des aléas possibles dans chaque zone. Thierry Langreney, un mot de conclusion. Une France à 4 degrés est assurable. Les autres pays montrent que le changement climatique teste les limites du système libéral. En France, nous avons la chance d'avoir un système partenarial public-privé. Et ce système a déjà prouvé et continuera à prouver sa robustesse, c'est certain. Voilà, on va terminer sur un point positif en tout cas. Et merci beaucoup Thierry Langreney, donc président de l'association environnementale Atelier du Futur. Et donc ce rapport qu'on peut retrouver sur le site de l'IGPDE tout en détail. Donc comme ça, on a toutes les informations. Thierry Coignac, directeur adjoint des réassurances et fonds publics de la Caisse centrale de réassurance. Et Jérémy Lauerstum, adjoint au chef du bureau des marchés et produits d'assurance pour la DG Trésor. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis en ligne durant ces 2 heures. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis de connexion. En tout cas, vous pouvez retrouver le replay prochainement sur le site de l'IGPDE. N'hésitez pas à diffuser autour de vous tous les documents dont je parlais aussi qu'on peut retrouver sur le site. On a donné beaucoup de détails, notamment sur cette étude menée par la CCR. Et puis, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver à l'automne pour une nouvelle conférence en ligne, toujours sur ce format, l'économie et le changement climatique. Merci à vous. On peut déjà dire bon déjeuner, bon après-midi et au plaisir. Merci beaucoup.